podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Salut tout le monde, ici Christian Dionne, les podcasts agricoles du Québec. Épisode spécial ce soir. On va parler, optimisation des rendements, mais on va parler spécifiquement des biostimulants et des engrais foliaires. Mais avant, je vais vous parler du référencement. Apple et Spotify, vous pouvez aller mettre une note. Fait que tant qu'à aller mettre une note, mettez une belle note de 5 étoiles. Ça va aider le podcast à être beaucoup mieux ranké dans les moteurs de recherche. Puis aussi, sur Spotify, vous pouvez aller écrire des commentaires sur les épisodes que vous écoutez. Et aussi, ne pas oublier le Patreon. Patreon, 4$ par mois, où j'ai des exclusivités exclusives comme Dionne et Couture, remettre les pendules à l'heure. Et aussi Christian en équipe de 1, où on pourrait quasiment rebaptiser ça Christian en pick-up, parce que je prends mes micros portatifs puis j'enregistre pendant que je fais mes commissions en pick-up. Mais aussi, sur Patreon, vous pouvez être membre, mais sans payer. Fait que des fois, je vais laisser un podcast que vous allez pouvoir écouter là-dessus. Puis avec Dionne et Couture, on fait à cette heure une première partie pour les membres gratuits et la version complète pour les membres payants. Et aussi, c'est avec une grande fierté que je vous annonce mon premier partenariat ici au podcast agricole du Québec. Il s'agit d'Agrilog. Pour ceux qui ne connaissent pas Agrilog, c'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage des grains qui offre notamment des systèmes d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Agrilog offre également de précieux conseils pour l'aménagement de votre plan de grains ou encore d'aider et à améliorer votre technique de séchage et d'entreposage. Avec Agrilog, gardez le contrôle sur votre grain en toute quiétude. Rejoignez mon ami Mathieu Faneuf au 514-980-2838 ou visitez son site agrilog.ca. Et l'épisode de ce soir aussi est une présentation de Agroservice à couture. Salut Alex! Salut Christian! Ça va bien? Ben oui, ça va toi? Ben oui. Hey, encore co-animateur avec moi ce soir pour cette série Optimisation des rendements. Une émission fort intéressante qui s'en vient. Yes, sir! D'actualité en plus, là, à ce moment-ci de la saison. Là, ça va être publié dans 3 semaines. Ah. Ouais, ça c'est l'autre affaire. Pas devant ça un peu? Ouais, là, ça va être plate pour celui qui a enregistré là, un mois puis qui n'est pas peut-être publié dans la semaine prochaine. Faut comprendre. Mais non, c'est ça. Un gros merci à Alex parce que tu as payé le souper à soir. Et puis aussi, un nouveau commanditaire. Brima. Brima est fier de commanditer les podcasts agricoles du Québec. Nous sommes heureux de participer à de bonnes discussions. Longue vie au podcast agricole du Québec. Vous pouvez rejoindre Hugo Giard au 450-796-1818. Brima qui sont représentants pour Alpine, entre autres, et les produits Stoller. Et aussi AgroSan, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de fertilisants et de biostimulants foliaires et de nutri-chaulants. Nous sommes heureux de contribuer à la diffusion d'informations sur cette gamme de produits à travers ce podcast. Vous pouvez voir plus d'informations au www.agro-100.com. Donc, merci beaucoup, messieurs. Alex? Oui. C'est ça. Avec le podcast qu'on avait fait l'autre fois avec Sam Coutu puis Danny Messier, écoute, il y a eu une très grosse popularité auprès de ce podcast-là. Fait que là, j'ai dit, je pense que ce serait intéressant. À un moment donné, je t'ai appelé. Qu'est-ce que tu penses de ça si on parlerait de biostimulants et engrais foliaires? Oui, parce qu'on avait tiré à droite et à gauche avec ce podcast-là, puis c'était très complet. Ça avait duré 2h30. Puis on aurait eu pour bien des heures de plus. Mais là, ce soir, vraiment, on voulait axer sur la dimension vraiment biostimulant au niveau des grandes cultures principalement. Là. C'est ça. Il y a AgroSan puis il y a Stoller principalement qui sont ici pour en parler de leurs produits. C'est pas parce que les autres compagnies sont pas bons, c'est parce que j'ai contacté avec Alexandre puis du monde que je connaissais. C'est tout simplement ça. Là. Mais je veux dire, tout ce qui va être dit à soir va être bon pour les autres compagnies aussi. Là. Fait que, parce que tout le monde en vante de ça. Puis il y en a qui sont plus à base peut-être d'algues ou de patentes de même. Là, mais... Fait que là, on va jaser vraiment de philosophie de biostimulant. C'est plus la philosophie que les produits. On n'est pas ici pour faire un concours, là, lequel est le meilleur puis qui pisse le plus loin. C'est pas ça le but pantoute. Là. Sauf que des fois, il y en a qui ont des problèmes puis qu'il existe des solutions, mais qu'on pourrait essayer de vous aider dans ces solutions-là. C'est un peu ça le but du podcast de ce soir. Donc,
On va présenter les invités. Donc, on va commencer à ma gauche. Monsieur Pierre Migné de AgroSang. Bonjour, Pierre. Bonjour, ça va? Très bien, toi? Oui, ça va, merci. Good. Merci de m'avoir invité. Bien, ça fait bien plaisir. Écoute, Pierre, tu vas-tu te présenter rapidement, s'il te plaît? Pierre Migné, donc directeur recherche et développement chez AgroSang depuis maintenant 3 ans. Avant, j'étais président de Axter Agrosciences, qui était une autre entreprise qui travaillait dans le domaine des engrais foliaires et des biostimulants. La compagnie, dans le fond, qui avait créé le coup de fouette, puis tous ces produits-là. Là. Exactement. Donc, qui s'appelait Oligosol. Qui s'appelait, si on retourne loin en arrière, en 82, là, quand l'entreprise a commencé, ça s'appelait Oligosol. Ça a évolué au fil des années. C'est devenu Axter Agrosciences et depuis 2020, on a fait la fusion avec AgroSang. Donc, nouvelle usine à Joliette, une usine très moderne, donc ça nous permet d'avoir des capacités de production, de produits de qualité. Puis, on est très content d'avoir fait cette transaction puis ce changement-là dans l'entreprise. Ah, parfait. On va continuer. William Overbeck. Ton nom de famille me dit quelque chose. Ben oui, c'est ça. Hein? C'est connu dans le monde des grandes cultures. Donc, c'est ça. J'ai déjà siégé avec ton père. Là, quand ton père était devenu président, j'ai participé au vote à ce moment-là. J'étais membre, j'étais dans le CA. On entend toujours toutes sortes d'histoires. Mais bon, c'est ça. Donc, je prends la relève avec mon frère d'une ferme à Saint-Hyacinthe sur 1200 acres. On fait maïs, soya, céréales. J'ai plusieurs chapeaux aussi. Je fais mon doctorat en sciences de l'environnement relié aux grandes cultures. Puis je suis également chercheur chez AgroSang, où est-ce que, justement, je suis dans la conception, le développement de nouveaux produits, les essais au champ, principalement. C'est moi qui est responsable de mettre en place tous les essais au champ chez les producteurs qu'on fait, s'assurer que c'est des essais de qualité et qu'on en sorte les données qu'il faut. Puis, de ce fait, ben, c'est sûr que moi, ça fait longtemps que je fais des essais avec les engrais foliaires à la ferme. Donc, on a commencé avec des inoculants vivants. Puis, on a continué avec toutes sortes de biostimulants qu'on pourra parler plus tard. OK, parfait. Ensuite? Mon nom, c'est Nico Tafchandjian. Je travaille avec Stoller, qui va bientôt devenir Corteva. Oui, c'est vrai, parce que Stoller a été racheté par Corteva dans la dernière année, je crois. Exact. Donc, j'ai commencé en 2015 avec Stoller, puis on est rentré au Québec en 2016. Puis, je travaille avec Hugo Giard à Brima pour développer le marché au Québec. Good. Puis le marché est pas mal à développer, j'imagine, au Québec, comparativement à ailleurs, parce que là, Stoller, c'est pas mal plus mondial que local. Là. Stoller, c'est nouveau. Ça a commencé dans les années 70 aux États-Unis. C'est basé à Houston. Puis, ils ont vraiment développé les produits puis le marché en Amérique du Sud. Ensuite, ils sont montés vers le nord aux États-Unis. Ils se sont étendus en Europe, en Afrique du Sud, en Australie, en Inde, en Chine. Puis finalement, ils sont revenus vers le Canada en 2014. À peu près, ça a commencé. Stoller au Canada, la division canadienne. Puis de là, on a vraiment commencé à s'étendre, à aller au Québec en 2016. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau ici. OK. Et Hugo, Monsieur Hugo Giard. Oui. Approche-toi, s'il te plaît. Oui, salut Christian, ça me fait plaisir d'être là. Hugo Giard, propriétaire de Brima. On est spécialisé en engrais liquides, biostimulants. On vend aussi des réservoirs de plastique. Sur à Saint-Hyacinthe. Puis des kits complets pour mettre du starter sur la semence? Oui, on a tout accès aux pièces aussi pour monter les planteurs. Fait que c'est ça. On est depuis... Je peux pas dire le nombre d'années, je me souviens plus de Brima là, avec l'ancien propriétaire, mais c'est quand même plusieurs années. Avant ça, c'était Plan Prod qui était distributeur d'Alpine au Québec. Ben avant ça, c'était Alpine. C'est devenu Plan Prod, puis c'est redevenu Alpine. Après ça chaîne là pour Brima. Ouais, ça fait longtemps. Alpine, c'est présent, ça fait longtemps au Québec. Parce que moi, j'avais déjà vendu un petit peu du starter dans le temps, mais pour Yves Campo. Ouais. Après ça, c'était Samir Hassen. Lui, il était dans le gazon. Après ça, c'était devenu Plan Prod pendant que Samir était là. Puis je pense qu'il était éclairé. Puis en tout cas... Mais Yves, c'est un qui a développé gros le marché d'Alpine au Québec. Hein. Oui. Il travaillait tout seul dans ce temps-là, en plus. Là. Good. Fait que c'est ça. Là, en soir, on a vraiment un épisode biostimulant, engrais foliaire. Fait qu'on va s'en aller un peu là-dedans. Ouais, fait on va démystifier un peu le monde des biostimulants. Fait qu'on va regarder c'est quoi un biostimulant. Oui. Après ça, on va y aller plus dans une optique de... On a des problématiques. Il n'y a pas une saison de pareil.
Puis corrigez-moi, là, mais je peux pas écrire une recette pour l'année qui vient de biostimulants, de protocole. Il faut toujours s'ajuster en fonction de la saison. Fait qu'on va un peu travailler sur cette dynamique-là. Puis on va parler des applications. William est là aussi là, pour nous parler quand même d'une méthode intéressante là, d'application de biostimulants. Fait qu'on... Ça te dérange pas, je pense qu'on va travailler de cette façon-là. Fait que je sais pas si vous voulez commencer pour un peu, pas une définition des biostimulants, mais c'est quoi la philosophie chacun de votre entreprise au niveau soit grossant ou stoller sur les biostimulants? Comment vous voyez ça? Déjà, il faudrait définir c'est quoi un biostimulant. Un biostimulant, c'est une matière qui a vraiment deux fonctions. La première, c'est soit de réduire les stress abiotiques des cultures, ou la deuxième, c'est d'améliorer l'efficacité des nutriments qui sont ajoutés. C'est en gros les deux fonctions reconnues comme étant celles d'un biostimulant. Il y a toutes sortes de catégories de biostimulants. Ça va des acides humiques en passant par les extraits d'algues, en passant par les protéines, par les acides aminés, ça va les hormones, enfin, il y a les mycorhizes, il y a toute une gamme de technologies qui peuvent être utilisées, qui vont répondre à la définition qui a été reconnue par le gouvernement américain, par le gouvernement canadien et par le gouvernement européen, celle de réduction des stress abiotiques et amélioration de l'efficacité des nutriments. Fait qu'en partant, c'est ça. Mais ça se vit sous toutes sortes de formes, comme j'expliquais. Là. Il y a 9 ou 10 catégories de biostimulants tels que reconnus par ces organismes-là, par les gouvernements. Okay. Mais l'objectif est-tu éventuellement de dire réduire les fertilisants minéraux qu'on utilise, réduire les pesticides? On peut-tu en arriver là? Ou c'est plus une optique d'augmenter les rendements? Ouais. C'est, en fait, puis même la définition va plus loin que ça. La définition va aussi loin que de dire que oui, on réduit les stress abiotiques, oui, on améliore l'efficacité des nutriments, en ne tenant pas compte de l'apport des nutriments. Donc, c'est vraiment une fonction d'amélioration de l'efficacité des intrants qu'on utilise. Fait on peut penser, par exemple, on parlait du phosphore tout à l'heure. Le phosphore est un élément fertilisant hyper important, comme vous le savez, mais qui a des problèmes au niveau de la fixation par le sol. Hein. Le phosphore est difficilement accessible au printemps, surtout dans les sols froids. Bien, il y a des technologies qui sont disponibles maintenant avec les biostimulants qui peuvent permettre de rendre ce phosphore-là plus disponible. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir une situation où on a un biostimulant qui est ajouté à un engrais phosphaté qui rend l'engrais phosphaté un peu plus disponible à la culture. Donc, c'est des façons d'améliorer les intrants que les agriculteurs utilisent déjà ou de répondre à des besoins de réduction des stress. Ça, c'est l'autre élément qui est important. Les gens ne réalisent pas, je pense, l'importance des stress abiotiques. Les stress biotiques, je pense que tout le monde est capable de concevoir c'est quoi un stress biotique. Ça va être une bébite, ça va être une mauvaise herbe, ça va être une maladie. C'est assez facile à voir l'image d'un stress biotique. C'est quelque chose qu'on peut voir, le biotique. On le voit. Le voit. Le stress abiotique, le plus gros stress abiotique qu'une culture peut subir, c'est quoi? C'est l'eau. L'excès d'eau ou le manque d'eau. Fait que ça, c'est déjà c'est 80% des stress abiotiques sont liés à ça. Okay. Après ça, ça peut être la chaleur, ça peut être un coup de grêle, ça peut être un coup de vent, ça peut être l'herbicide appliqué, ça peut être... Toutes ces situations-là sont des causes de stress abiotique. Et la plante souffre des stress abiotiques de façon importante. Il y a une étude qui avait été publiée il y a à peu près 7 ou 8 ans là, qui essayait d'évaluer l'impact des stress abiotiques sur le rendement par rapport au rendement théorique, rendement théorique potentiel du maïs, puis le rendement réel qu'on a. Si on regarde au Québec, on est à quoi? Mettons 15 tonnes hectares de maïs dans une bonne année. Le rendement théorique maximum est 100 tonnes hectares à peu près. Mais c'est quoi qui explique cette différence-là? Il y a des causes pourquoi on n'est pas rendu là, évidemment. Je ne dis pas qu'on va se rendre là non plus, là. Mais c'est sûr qu'il y a des situations au niveau de l'eau, au niveau du climat, au niveau de la génétique. Mais les stress abiotiques contribuent de façon importante à nous empêcher à atteindre des rendements plus élevés.
Tu sais, quand on parlait de rendre l'engrais phosphaté un peu plus disponible, tu sais, on avait parlé dans l'autre podcast du NutriCharge. Mais le NutriCharge, c'est un polymère et non un biostimulant. Là. Je ne sais pas s'ils rentrent dans la définition des biostimulants par Ricochet. par ricochet, par ce qu'il réussit à faire au final comme réponse à l'objectif. Là. Mais au final, c'est un polymère qui protège le phosphore, qui l'empêche de se faire fixer par le fer ou l'aluminium dans le sol, surtout quand le sol est froid. Là. En tout cas, au Canada, s'il est utilisé avec un engrais, il tombe sous la loi des engrais. Et dans cette loi des engrais-là, toute matière qui a une action sur l'efficacité des engrais devient un supplément et doit être considéré comme étant, si ça a une fonction biostimulante, comme un supplément. Et à ce moment-là, doit être homologué. Comme un biostimulant. Comme un OK. biostimulant. OK. Excellent. Fait que, Bon, fait que j'avais écrit ça sur ma feuille. Stress abiotique, c'était quoi? C'était décortiqué. ouais. Comprendre biotique vivant, abiotique non vivant. Fait que stress par l'environnement et tout. C'est ça. Okay. Du côté de Stoller, quelle est votre philosophie au niveau des biostimulants? Puis qu'est-ce que vous avez un peu comme gamme de produits? Stoller, on est basé sur les biostimulants, spécifiquement les hormones. On a commencé dans les années 70 avec les éléments mineurs, puis on a essayé d'aller pousser certaines activités hormonales en utilisant des éléments mineurs différents mix. Puis, avec le temps, Jerry Stoller était capable d'aller chercher des hormones végétales directes, les mettre dans une cruche pour justement aller influencer l'équilibre hormonal de la plante. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as dit là? Il est allé comme extraire du jus de plante pour mettre ça dans une cruche? Un peu comme l'idée des algues marines. OK, oui, c'est beau, oui. Donc, il a fait de la recherche. Je dis tout le temps que Jerry Stoller, c'était le Dr. Dolittle des plantes. Il savait parler aux plantes. Il avait vraiment un talent naturel, ce gars-là, pour comprendre les plantes. Mais il est allé chercher vraiment les hormones. Il a trouvé une façon de mettre des hormones directement sur la plante pour changer l'équilibre. Donc, c'est ça qui fait la compagnie spéciale. Je veux dire, la Stoller, ça fait au-dessus de 50 ans qu'ils sont en business. Ça fait juste 10 ans qu'ils sont au Là, Québec. je réfléchis, là, moi, depuis ça. On va extraire du jus de cactus, puis on va passer des stress hydriques. Donc, la philosophie de Stoller, c'est vraiment vers l'équilibre hormonal de la plante. On va essayer d'influencer l'équilibre hormonal de la plante pour l'aider à effectuer ce qu'on a besoin. Donc, il faut se rappeler qu'une plante, elle, ce qu'elle va essayer de faire, c'est ramener sa génétique pour le futur ou promouvoir sa génétique dans le futur. Elle veut qu'il y ait une semence qui revienne l'année prochaine, si c'est une plante annuelle, puis elle veut continuer. Nous, ce qu'on veut, c'est du rendement. C'est pas la même chose que la plante, naturellement, ce qu'elle veut. Donc, il faut manipuler un peu les hormones, l'équilibre hormonal de la plante, pour la guider à faire du rendement au lieu de faire de la génétique. Nous, on sait qu'on a de la génétique de disponible pour l'année prochaine. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on va essayer un peu de manipuler ou de guider la plante vers une croissance qui est plus axée vers le rendement que la continuité génétique. OK. Ça fait que... Puis là, on s'entend qu'il a commencé dans les années 70. Ouais. Niveau technique de recherche, c'est pas 2024, là. Non, ça a changé beaucoup. Ça a changé ta barouette, là. Il a fait des miracles avec rien, dans le fond, là. Il était vraiment un précurseur parce que quand on regarde dans la littérature, on a vu des articles sur les biostimulants commencer à apparaître dans les 2008, 2009, 2010. C'est là où on a vu arriver des articles scientifiques qui parlaient des biostimulants. Stoller était là avant. Stoller, il a produit Stimulate, qui est notre produit d'hormones. Donc, c'est 3 hormones de croissance dans un produit. En 1990, il a commencé à faire la recherche avec. Donc, c'était presque 20 ans avant que la communauté a commencé à parler de l'équilibre hormonal de la plante. Donc, il était très en avance. Puis avant ça, il a compris qu'il y avait des éléments mineurs, des fertilisants qui étaient capables de venir changer les signaux. Justement, on parlait des biostimulants, comment on peut avoir des fertilisants qui vont affecter l'équilibre hormonal, la production d'hormones dans la plante. Donc, lui, quand il a commencé avec les éléments mineurs, c'était vraiment pour affecter les hormones dans la plante. On parle de quelqu'un qui voyait dans le futur, puis qui malheureusement qui est décédé, mais qui était avant son temps. Fait que là, aujourd'hui, j'imagine que là, la compagnie, elle
un meilleur succès au niveau des ventes de produits une fois qu'il est décédé. Oui. Tu sais, parce que là, non, mais tu sais, je veux dire. C'est pas un artiste, là, Christian. C'est compliqué ça. Non, ouais. Non, mais tu sais, tu fais de la recherche, puis là, tu sais, personne n'est rendu là, d'une certaine façon, là, tu sais. Personnellement, ça, c'est une opinion à moi, mais je crois que ce qui a fait le succès de la compagnie, mais aussi ce qui a fait que la compagnie au Québec, ça fait juste 10 ans qu'on entend parler de Stoller, puis même à ça, c'est les 5 dernières années, c'est le fait que Jerry c'était un scientifique. Il était vraiment axé vers le développement scientifique, développer des théories. Donc, il n'a jamais pris le temps de développer des produits. Okay. Donc, il y avait des bons produits comme le Stimulate, mais dès qu'il a trouvé le Stimulate, il est allé vers le prochain produit, trouver la prochaine découverte. Donc, je me souviens dans des réunions avec Stoller en 2016, puis dire on a 30 ans de technologie avec nous qui n'a pas été utilisée. C'est le temps de développer les produits. Ouais. Il faut arrêter de développer des nouvelles technologies. C'est pas un gars commercial. Ouais. Non, exact. Ouais, ça prend du cash qui rentre, là. Exact. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de biostimulants, que ça existe. Pourquoi ils ne sont pas plus utilisés que ça? Moi, ça me dépasse de voir ça. Puis encore, là, on rencontre des producteurs. Mais un biostimulant, ça vaut la peine d'utiliser ça. Mais je pense en tout cas, j'ai peut-être pas la réponse, mais peut-être un filon. Je me souviens les premières années que je faisais de la route avec Nico, on arrivait chez des gars, on parlait de cytokinine, d'oxine. On se faisait regarder comme si on était des extraterrestres. Fait que je pense qu'il y a un peu le manque d'information, puis peut-être la crainte, mettons, des représentants peut-être à s'aventurer là-dedans parce que c'est un domaine inconnu un petit peu. Je pense que le manque d'information, de un. De deux, il y a malheureusement, dans le passé, eu ce que l'agriculteur ou les gens vont dire le snake oil, l'huile de serpent, là, les produits miracles qui étaient supposés tout régler, qui ne fonctionnaient pas ou qui fonctionnaient de temps en temps, mais que c'était pas nécessairement la cause du résultat obtenu. Puis les gens ne réalisent pas à quel point il y a de la science derrière ce que Stoller fait ou derrière ce que Agrosan fait. Il y a énormément de travail qui est fait en laboratoire, qui est fait en serre, qui est fait en plein champ, justement pour définir exactement le mode d'action, puis vraiment comprendre pourquoi le Crop Booster OP fonctionne. T'sais, on sait exactement, nous autres, c'est quoi les 71 gènes que le Crop Booster OP va aller activer dans la plante pour permettre à la plante de mieux résister au stress. Donc, c'est ce genre de recherche-là qui nous permet aujourd'hui d'avoir un certain succès puis une confiance dans le produit. Tu sais, cette recherche-là, Stoller l'a fait. Jerry Stoller était, je ne sais même pas si c'était un docteur, mais il l'était, je pense. Hein? Ouais. Donc, il y a juste au Québec que tu peux avoir un doctorat puis pas te faire appeler docteur, je pense. On ne dira jamais Dr Overbeck. Là. Non. Je ne sais pas, peut-être. Mon frère est médecin. Ton autre... Qui est sa femme avec toi? Non, l'autre frère, le plus vieux. OK. Anesthésiste. Oui, il se fait appeler Dr Overbeck. OK, ouais, mais là, c'est correct. Il paye son droit à l'ordre des médecins. Ça. C'est pour ça qu'il peut se faire appeler docteur. Donc, tout ça pour dire que je pense, comme disait Hugo, il y a beaucoup d'incompréhension ou de méconnaissance sur cette catégorie de produits-là, qui est une nouvelle catégorie de produits. Il faut se rendre compte que ça fait pas 10 ans là, que les biostimulants sont sur le marché, qui ont été définis comme une catégorie de produits. Puis quand on regarde les études de marché, on voit que ce marché-là est en train de grossir à une vitesse grand V. On évalue la grandeur de ce marché-là au niveau mondial à peu près de l'ordre de entre 8 et 10 milliards de dollars dans 3 ans. Donc, c'est un marché qui grandit très, très rapidement parce que ça marche. Si c'est appuyé sur de la science, comme pour nos produits, pour les produits de Stoller. C'est ça la recette. Puis aussi, si je peux renchérir là-dessus, tu peux avoir des bons outils, mais avec l'expérience de plusieurs années, à un moment donné, tu peux placer le bon produit au bon stade avec tu as confiance envers ta recommandation. Ça prend une couple d'années aussi. Ça prend une couple d'années. Puis je pense que si on retourne un pas en arrière, on est encore, dans certaines situations, face à une résistance de l'agriculteur sur l'utilisation d'un engrais foliaire ou d'un produit appliqué sur... Ils vont appliquer l'herbicide, sans problème. Mais d'utiliser un engrais foliaire, ils vont préférer aller avec un granulaire parce qu'ils ont fait ça de façon plus régulière, plus habituelle.
Puis l'engrais foliaire, ben, c'est moins utilisé, c'est moins perçu comme étant une valeur ajoutée, alors que dans les faits, ça a une fonction très réelle au niveau agronomique, là. Ça a sa place dans un programme de richidiculture, d'avoir une application d'un engrais foliaire ou d'un biostimulant foliaire. Oui, puis aussi, c'est pas... parce que souvent, on se faisait appeler, mettons, pour des champs, mettons, à problème, mais on peut pas sauver des champs. C'est pas miraculeux, là. Fait que, Non, c'est ça. Tu sais, si la terre est mal nivelée, tu mettras ce que tu voudras. Elle est mal nivelée. c'est ça. La base, Ça ne marchera pas plus, là. Faut que tu commences par la base. Tu sais, faut que tes champs soient sur la coche. Ouais, sortir l'eau, bon pH, tu sais, les bases. Tu Les peux bases. pas Ouais, rien c'est ça. faire avec... tu sais, ça réglera pas ces problèmes-là. Fait que, mais avec l'expérience, tu sais, à un moment donné, on réussit aussi à placer les bons produits au bon stade. Ouais. On voit pas toujours l'effet visuel. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a une réticence des producteurs. Tu sais, tu vas mettre du Roundup, quelques jours après, tu vas voir l'effet. Tu vas mettre de l'azote dans le maïs avec du 32, ça va verdir quelques jours après. Tu vas mettre un biostimulant, ça va avoir un impact sur la santé de tes sols, la disponibilité de ton phosphore, mais tu n'auras pas l'effet que T'as tu pas as l'effet fait une wow, moitié là. de champ puis tu l'as pas fait. C'est pas toujours aussi visuel. Pas aussi visuel que ça. Puis en fait, pour Crop Booster, je parle de mon produit, évidemment, c'est celui que je connais le plus, là. On sait exactement que notre produit va être actif pendant une période de 4 à 7 jours. Si tu es dans le champ pendant cette période-là après l'application, tu vas voir une différence. Mais après ça, la plante va compenser Ça va se puis elle va niveler, s'ajuster. Mais ce 4 à 7 jours-là, au mois de juin, quand l'application de l'herbicide a été faite puis qu'on a appliqué le Crop Booster avec, puis que l'herbicide a causé son stress abiotique, puis que la courbe de croissance était retardée de 5 jours, c'est ça qui serait fait à la fin de la saison au niveau du rendement. 5 jours au mois de juin, là, vous le savez tous, qu'est-ce que ça représente au niveau de rendement en fin de saison. Fait que c'est ça la différence qu'on va chercher. Ah non, effectivement. Fait que c'est ça, il faut être attentif vraiment. Il faut être attentif. Puis il y a d'autres produits, par exemple, les engrais foliaires qui contiennent les oligo-éléments. Si on a une déficience, on va voir des déficiences de manganèse ou déficiences de... C'est sûr que ça, On ça va a les une voir. réponse assez Là, rapide. tu fais ouais. l'application, puis tu vois immédiatement l'impact, puis ça va rester. Parce que tu as corrigé ta déficience. Mais un effet de biostimulant en tant que tel, ça a des actions très pointues, à mon avis. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas ou Hugo, là, mais... Ben, un peu dans le même sens. Chez Stoller, on a un produit qui s'appelle Bioforge. On ne travaille peut-être pas de la même façon que le Crop Booster, mais on va aller jouer sur l'éthylène de la plante. Fait qu'on va aller simuler à la plante que son niveau d'éthylène est la plante est en stress, mais on y simule qu'elle ne l'est pas. Fait qu'on va travailler sur d'autres stratégies. On a des produits aussi qui ressemblent à Crop Booster, mais c'est tous des moyens de... C'est tous des outils, il faut travailler avec l'outil qui va plus répondre aux besoins qu'on a là. Mais... Puis l'éthylène, c'est quoi ça? L'éthylène, c'est l'hormone de vieillissement dans la plante. OK. Fait que c'est normal qu'il y ait d'éthylène dans la plante, mais pendant sa période de végétation, on veut pas que l'éthylène monte, parce que si l'éthylène monte, c'est que la plante est après vouloir, comme Nico disait tantôt, reproduire sa génétique. Mais... Pense aux bananes qui brunissent. Là. OK. C'est l'éthylène, ça. Ah ouais. Puis ça communique d'une plante à l'autre. Ouais, parce que c'est un gaz. C'est un gaz. Ah ouais? L'éthylène, c'est l'hormone de stress majeur dans la plante. C'est elle qui amène un peu le vieillissement, comme Hugo a dit. Puis c'est ça qui fait mûrir les fruits. C'est aussi une hormone qui est un gaz. Donc c'est comme ça que les plantes vont communiquer les unes avec les autres. Donc quand ils sont stressés, les plantes vont communiquer avec les autres pour dire c'est pas une bonne période, il faut revenir l'année prochaine. On essaie de mûrir, on essaie de mettre un fruit, on met la génétique dans le sol, on revient quand le temps est Au meilleur. détriment du rendement. Ah, il va tellement avoir d'infos dans ce podcast-là qu'elle aurait pu être... L'autre, La formation continue des agronomes, ça aurait pu passer. On va le faire accréditer, Christian. si on peut sortir du podcast, se souvenir d'une des choses sur les hormones de croissance de la plante, c'est qu'un hormone de croissance, c'est une molécule qui donne un signal. Donc, c'est pas... Souvent, je me fais dire « Ah, les tomates, ils sont tellement grosses maintenant, ils sont pleines d'hormones, je veux pas en manger. » Je dis « Non, ta tomate est pleine d'eau. » Les hormones l'ont remplie d'eau, mais... Donc, c'est un signal, c'est une communication pour la plante, ça dit quoi faire à quoi. Tout ce qui est vivant a des hormones de croissance dedans, que ce soit un humain, un animal, un arbre, n'importe quoi. Bon, on a des hormones, nous autres, dans nous autres. Nous là. autres aussi, on a des C'est hormones. naturel. Là. C'est naturel.
Donc, Parce que quelqu'un qui veut changer de sexe, il y a des hormones pour ça. Christian. Tu sais, non, mais donc, je vais pas faut être prononcer 2024, là-dessus. Alex! Ça, Faut être ouais. 2024! Ça, c'est un autre podcast. Donc, les hormones de croissance, c'est des signaux. Donc, si la plante reçoit un signal qu'elle est stressée, elle ne peut pas recevoir les signaux d'hormones de croissance. Donc, elle arrête de pousser pour être stressée, pour justement essayer de mûrir plus vite. Donc, c'est important de gérer le stress abiotique, comme on parlait plus tôt, parce qu'à chaque fois qu'on a un stress abiotique, l'éthylène va monter dans la plante, puis ça enlève le signal de croissance. Donc, c'est là qu'on peut perdre 4-5 jours de croissance, à chaque fois qu'on a un stress. Puis c'est là qu'on perd 70% de notre rendement, du potentiel. Admettons qu'on arrose du maïs, poste levé, hâtive, 2 feuilles. Ça vaut-tu à peine? Tu sais, la plante n'est pas grosse, là. Il n'y a pas beaucoup de coverage dessus, là. Est-ce que ça vaut à peine de mettre un crop booster ou un bioforge, là, tu sais, vu qu'il n'y a pas de surface de contact? Je ne sais pas si on peut demander à William, il a sûrement fait des tests. C'est sûr, dans l'équipe d'AgroSerre, on a fait des tests assez clairs l'année dernière, justement, où est-ce qu'on a appliqué à différents stades de croissance le crop booster en combinaison avec l'herbicide, toujours à la même journée. Donc, on a semé à différents moments, puis on est venu appliquer la même journée. Puis on voyait clairement que le maïs, plus il est jeune, plus il est stressé par l'herbicide. Fait que c'est encore plus important d'essayer de mettre un biostimulant, mais qui va réduire l'effet de ce stress-là de l'herbicide. Parce que ta plante, justement, est dans un niveau où est-ce qu'elle est encore un bébé, est encore très à risque de toutes sortes de stress. Puis l'herbicide, quand on vient l'appliquer, mais la plante est moins bien outillée au stade 2 feuilles qu'au stade 4 ou 6 feuilles pour gérer ce stress-là que l'herbicide va procurer. Puis même si on parle juste d'un herbicide à base de glyphosate, un coup de Roundup, pas d'autres produits, mais déjà là, on a un stress suffisant. Bien, le maïs est tolérant et non 100% résistant. Oui, effectivement. Puis même quand le glyphosate va se dégrader, mais il va laisser place à une autre molécule, la MPA, qui elle aussi va stresser la plante. Fait Il dit quelque chose d'intelligent, j'ai mal à la tête, non, c'est pas vrai. La MPA peut stresser la plante. Oui, exactement. L'AMPA, le produit de dégradation du... L'AMPA va stresser la plante, principalement de façon similaire à des effets un peu plus secondaires que le glyphosate. Le glyphosate va principalement empêcher la formation d'acides aminés aromatiques, donc de faire des molécules que la plante va utiliser pour se défendre, si on peut dire, contre les attaques. Mais l'AMPA va également réduire tout ce qui est la disponibilité des cations. Comme le manganèse, notamment, va être très peu disponible quand on a du glyphosate ou de l'AMPA dans notre plante. Oui, le manganèse, c'est pas nouveau, là, parce que quand j'étais chez Semico, dans le temps, où on vendait des produits oligosol, Axstar qui est devenu AgroSerre, en tout cas, on nous conseillait de mettre ça. Surtout dans le soya Roundup. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait le soy booster. Oui, le soy booster. Oui. Le soy booster, qui avait plus de manganèse dedans, là, justement. Là. Ouais. Effectivement, mais il y a eu des travaux qui ont été faits. Dr. Huber a fait des travaux là-dessus, justement, l'impact du glyphosate sur la disponibilité des oligoéléments, le manganèse en particulier. Puis il avait démontré qu'il y avait un impact sur la disponibilité de cet élément-là. Il faut comprendre que le glyphosate, là, puis William, tu pourras me corriger, mais dans ma petite lecture, le glyphosate, ça a été inventé par Stafford dans les années 60 comme agent chélatant pour la peinture. Et après ça, dans les années 70, Dr. Moore a trouvé l'utilisation de cette molécule-là comme herbicide. Oui, mais c'était pas un produit découvert par hasard parce que c'est un savon. C'était un agent chélatant pour la peinture. OK. Et la molécule a été utilisée comme herbicide par la suite. C'est là qu'on a trouvé son effet herbicide. Mais parce que c'est un agent chélatant, la molécule est telle que ça va être un agent chélatant. Fait que si tu mets du manganèse, ben, il va le chélater puis il va le rendre non disponible. OK. Mm-hmm. Parce que ça me semble que ça a été découvert comme par hasard, ça. Ben, l'utilisation herbicide, oui. Mais la molécule existait comment déjà. on a découvert ça? Que, mettons, c'était en échappant de la peinture à terre? J'ai aucune idée. Ça, OK. je ne sais pas. Mais, parce que moi, la version que j'avais tout le temps entendue, c'était comme un savon. C'était comme une espèce de savon à vaisselle, puis le gars, ça marchait pas, il a jeté ça dehors, puis tout est mort dehors. Puis l'autre, c'était un savon pour laver les tanks, les chars d'assaut. Puis tout ce qui était en dessous était mort. En tout cas, moi, c'est des versions là-bas. Ça a tout le temps été un savon. Mais tu sais, tu mets ça dans le tank, s'il n'y a pas d'antimousse, ça mousse en tabarouette, là.
Parce que quand ils disent quand on rince la tank, si on veut faire un bon rinçage, tu prends soit du Axer ou soit du Roundup. Pour faire un bon rinçage, pour faire un bon nettoyage de ta tank. Fait que je sais pas, c'est-tu en peinturant qu'ils se sont rendus compte que c'était un élément dans la peinture qui était le glyphosate, dans le fond. Trouver des fonctions nouvelles. La mésotrione, c'est un chercheur qui a trouvé en dessous d'un arbuste en Californie qui a trouvé l'effet ouais, ça, c'est le Callisto. Le Callisto, le Callisto, c'est ça. L'arbre dégageait une molécule qui avait un effet herbicide. Puis c'est à partir de là qu'il a développé le synthétisé. Il a synthétisé pour en faire un herbicide. Fait qu'il y a bien des affaires comme ça qui arrivent par hasard. Tout ça pour dire, quand le maïs est jeune, le biostimulant est nécessaire. Merci de nous ramener à l'homme. Même s'il y a juste 2 pouces de l'arbre. Même s'il y a juste 2 feuilles, puis qu'il y a 99% d'avoir un jet dirigé. Puis... Non. Okay. Mais on fait beaucoup depuis une couple d'années aussi. Si on revient mettons au bioforge, mais on en traite beaucoup sur la semence. Fait que, parce qu'on sait que quand on somme, d'habitude, le sol est froid au Québec. Fait que le stress commence là. Fait qu'on fait beaucoup de traitements directement sur la semence aussi. Ouais, puis il n'y a pas un effet... T'as pas un peu d'oxyne aussi qui peut... Ouais, ben c'est sûr que... Ben... Oui, puis non. L'ancien bioforge, j'avais des oxynes dedans. Fait qu'on pouvait pousser un peu le système racinaire. Le nouveau, on a enlevé l'oxyne, on est rendu avec de la cytokinine. Fait qu'on va avoir moins l'effet un peu de pousser le système racinaire. Je pense que une des choses que Hugo vient de dire qui est importante, puis ça nous ramène un peu à la question de tantôt. Pourquoi les biostimulants, on nous a appelés des vendeurs de snake oil, puis de larmes de licorne, puis tout ça? Il n'y a pas une réponse à un produit. Donc, on a un herbicide, on a une mauvaise herbe, on met un herbicide, c'est simple. Tandis que les biostimulants, c'est des outils qui peuvent nous aider à résoudre des problèmes. Donc, il faut vraiment penser à des défis qu'on peut avoir dans le temps de la croissance. Puis les biostimulants, ça va être des outils qui vont venir nous aider à résoudre. Donc, quand on parle au Québec, on va semer dans des sols probablement trop froids à 98% du temps, ou trop mouillés, ou des fois c'est trop sec, ou peu importe. Il va y avoir des stress abiotiques qui vont être directement sur la semence au départ. On a parlé comment c'est important quand la plante est jeune, qu'elle est plus sensible, que les stress vont l'affecter encore plus. Donc, les biostimulants, c'est des outils qu'il faut apprendre à connaître. C'est complexe, mais chaque biostimulant disponible dans tous les produits vont avoir une réponse qui va nous aider à soulever un défi. Pour le fun de même, Nico, t'es basé en Alberta. Oui. Quand ils sèment le printemps, eux autres, est-ce que le sol est aussi froid qu'ici? Ça a l'air de quoi? C'est toujours froid. On est au Canada. Bon, non, Partout au Canada, on sème tout le temps, c'est trop froid. On est tout le temps une espèce de course pour essayer d'avoir le plus de journées de chaleur possible. Puis ça, c'est commun partout au Canada. On a la génétique qui nous aide à faire un bout de chemin, mais c'est quand même trop froid. Après, dans l'Ouest, souvent, c'est la course vers l'humidité. On va aller chercher parce que c'est un climat qui est sec là-bas. Donc, souvent, au Québec, je recommande beaucoup de bioforge parce qu'on va avoir trop d'eau, puis ça va être trop froid. Dans l'Ouest, je recommandais beaucoup le Stimulate parce qu'on veut aller pousser les racines pour aller chercher l'humidité dans le sol. Si on a un printemps qui est un peu sec, on peut perdre beaucoup, beaucoup de temps à manquer d'eau avec la sécheresse. Donc, souvent dans l'Ouest, je dis comme cette année, en 2024, on a un printemps qui est assez froid, assez humide dans la plupart des régions. Donc, cette année, c'est vraiment bioforge. Parce que je parle avec quelqu'un qui est en Alberta, mais lui, vraiment en haut, la Peace River, Taffaler. Puis il dit, le printemps, là, c'est fou raide, là. Ça change, bang, il se met à faire chaud. Puis l'automne, à un moment donné, bang, il se met à faire frais. Ça change bout pour bout du jour au lendemain. Puis, tu sais, lui, il a fini de semer, quand même à fin avril ou début mai. Puis on n'avait même pas rentré dans le champ, nous autres, encore ici. Puis il est haut, là. Donc, cette année, ils n'ont pas eu beaucoup de neige. Puis, il faut se rappeler aussi, quand tu montes dans le nord, à Peace River, Grande Prairie, tout ça, le soleil se lève à 4 heures le matin, puis il se couche à minuit le soir. Oui. C'est qu'on a 20 heures de soleil. Ouais, t'en as pas long à faire, puis t'es rendu au territoire du Nord-Ouest, là. Exact. Donc, la saison est très courte. C'est 4 heures en haut d'Edmonton. Mais les unités de chaleur sont très hautes. Donc, c'est vraiment encore là la course. Donc, traitement de semences, quand je suis dans le coin de Grande Prairie, tout ça, c'est vraiment d'aller chercher les racines le plus vite possible, puis aller gérer le stress, le froid, parce qu'on va essayer...
on va pousser la limite tout le temps. Même si on attendait une semaine, on pourrait avoir les sols idéales, on va pousser une semaine plus tôt. Donc, on va tout le temps aller semer dans le sol trop froid, justement parce qu'on va tout le temps aller pousser un peu plus. Mais quand on fait un poste levé hâtive, est-ce que le stimulate aurait pu faire la job? Parce que là, il pas longtemps, c'était sec, là. Donc, ça dépend. Comme je disais tantôt, les molécules, c'est des signaux. Donc, on peut soit, comme les micros ici autour de la table, soit tu peux mettre sur mute, puis soudainement, j'ai plus de voix. Donc, le Bioforge, il va venir baisser l'éthylène. Ou on peut monter le son sur les autres micros, qui sont les hormones de croissance avec le stimulate. Donc, les deux vont un peu avoir le même effet, mais de façon différente. Le stimulate, vraiment, c'est pousser la croissance. Le Bioforge, c'est réduire l'éthylène. À Grande Prairie, si on n'est pas certain des conditions, on sait qu'il va faire trop froid, mais on veut pousser la croissance aussi, on pourrait mélanger les deux. OK. Donc, on pourrait faire demi-dose des deux, les mélanger. Ce serait le produit idéal. As-tu un produit qui existe déjà? Il faut que tu les mélanges? Ou... Il faut que tu les mélanges. OK, il faut que tu les mélanges. OK, c'est beau. Good. Hey, on avait parlé aussi d'un autre produit. De l'acide humique. C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver de l'acide humique? Ben, l'acide humique, c'est le résultat de la décomposition d'un tas de fumier. Prends un tas de fumier, laisse-le décomposer pendant de nombreuses années. Il va passer par différents stages. Il va se composter. Après ça, le compost va se décomposer, ça va devenir de l'humine. Après ça, l'humine va se décomposer, ça va devenir de l'acide humique. Après ça, l'acide humique va se décomposer, ça va devenir de l'acide fulvique. Donc, c'est un processus de décomposition de la molécule de matière organique au fil des années, au fil des cycles, puis qui va faire que tu vas te retrouver avec des molécules organiques de dimensions différentes. C'est vraiment la dimension et le taux d'oxygène, la quantité d'oxygène qui va se retrouver attachée à ces molécules-là. OK. Donc, tu vas avoir de l'acide humique qui va avoir un taux d'oxygénation, je ne sais pas, de millilitres 100 par exemple, avec une capacité d'échange cationique de l'ordre de 150 à 200 milli-équivalents. Donc, ça va être pas mal plus fort qu'un sol, une grosse argile. Là. On parle de 5 fois plus. Là. Okay. Fait que dans le fond, c'est un petit frigère qui est bien plein. Exactement. Après ça, tu as l'acide fulvique, qui est une molécule plus petite. Mais parce qu'elle est plus petite, la surface de contact est plus grande pour la même quantité. Le taux d'oxygénation, si l'acide humique était à 100, l'acide fulvique, ça va être à 250. Donc, il y en a pas mal plus d'oxygène sur la molécule. Et, dans le fond, sur la molécule, il vient se rajouter de l'oxygène. Ces oxygènes-là dessus. vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus actif. La capacité d'échange cationique, elle va être de l'ordre de 250 à 400. Donc, c'est encore à cause de la surface de contact, à cause de ces oxygènes-là qui sont sur la molécule, puis qui vont se dégager, qui vont permettre à des éléments fertilisants comme le potassium, comme le magnésium, de s'attacher à cette molécule-là. Fait que dans le fond, tu prends du fumier, tu en mets une grosse quantité, tu mets du compost, tu en mets moins, puis tu t'en vas tout le temps en mettant moins pour avoir quasiment, peut-être pas un effet semblable, là, mais... Mais ça c'est cette démarche-là ou cette décomposition-là de matière organique, c'est dans la nature. Mais les acides humiques qu'on va voir dans le marché ne proviennent pas de là. On peut en trouver, remarque. Là. Il peut y avoir des acides humiques qui vont être... on parlait du thé de compost tout à l'heure. Le thé de compost, c'est des acides humiques et des acides fulviques. OK. On peut parler de la léonardite, qui est probablement le matériau le plus utilisé dans le monde pour fabriquer des acides humiques utilisés en agriculture. Fait que c'est quoi la léonardite? Ben, c'est du carbone qui s'est déposé il y a des millions d'années dans des bassins. Habituellement, c'est dans l'Ouest canadien ou dans l'Ouest américain, donc entre les chaînes de montagne. La matière organique s'est décomposée, puis elle s'est déposée dans le fond, inondée. Puis au fil des millions d'années, ça s'est fossilisé. Fait que quand on voit dans ces sites-là, les mines de léonardite, on voit vraiment, c'est des bandes de matériaux friables qui s'appellent la léonardite, qui est du carbone fossilisé. Question de même, est-ce que ça a un usage autre qu'agricole? J'imagine que un lubrifiant pour l'industrie du pétrole. Ils s'en servent avec les puits, les forages, les tiges là, qui sont utilisées pour forer le... La bentonite?
c'est similaire à ça, mais c'est la léonardite utilisée pour la même. OK. Parce que je sais que la bentonite est utilisée comme lubrifiant autour des phares. C'est la même chose. Ah, c'est un autre usage de la léonardite, mais je pense que quand tu regardes le marché de la léonardite actuellement est en train de se développer. La léonardite en Espagne, elle provient du Dakota. Fait que c'est vraiment... c'est devenu... il y a 3 bassins vraiment en Amérique du Nord importants. Il y a l'Alberta, il y a le Dakota du Nord, Dakota du Sud, puis le Nouveau-Mexique. C'est les 3 endroits là, en Amérique du Nord où il y a des dépôts de léonardite. C'est vraiment ça qui est la matière principale utilisée. Là, peut-être ailleurs, ça n'a juste pas été découvert, là, mais... C'est possible, mais il faut que la topographie puis la géologie permettent d'avoir ces dépôts-là de matière organique, d'arbres puis de forêts qui se sont décomposés entre 2 chaînes de montagnes puis que ça a été inondé. Enfin, il y a tout ça aussi qui fait que tu vas avoir la léonardite qui va se créer. Oui. OK. C'est ça. L'acide humique, l'acide fulvique, c'est vraiment des biostimulants qui ont des fonctions. L'acide humique au sol. L'acide humique, c'est une molécule qui est beaucoup trop grosse, qui ne sera pas jamais absorbée par le feuillage. Comme du fumier, vu que c'est en amont de tout ça. C'est ça. On parle par Alors là, que mais... l'acide fulvique, c'est une molécule qui est beaucoup plus petite, à peu près 10 fois plus petite, en gros, là, en termes de masse. Puis c'est une molécule qui est de petite dimension, qui peut être absorbée par le feuillage. Donc, l'acide fulvique sur le feuillage, c'est possible. Au sol, c'est possible. L'acide humique au sol. Mais on ne veut pas avoir l'inverse. On ne veut pas avoir l'acide humique sur le feuillage. L'acide fulvique peut être un véhicule pour différents éléments pour c'est les un faire autobus. Rentrer dans la plante. C'est un autobus OK. qui va transporter les éléments fertilisants. Quand on parlait de définition d'un biostimulant, c'est l'amélioration de l'efficacité des nutriments. Donc, l'acide fulvique est un outil qui nous permet d'améliorer le transport des éléments du feuillage. Par exemple, les nutriments vont partir du sol, vont monter avec l'eau qui s'évapore. Mais après ça, ces nutriments-là, il faut qu'ils redescendent. Il faut qu'ils partent des feuilles du haut puis qu'ils redescendent vers les épis, vers l'endroit où la floraison se passe. Il faut que ça rentre dans le phloème. Là, pour les descendre, ces éléments-là, l'acide fulvique a un rôle pour ça. Il va s'attacher aux éléments fertilisants puis permettre de les transporter vers le bas. Pour corriger une carence, ça peut être bon d'utiliser l'acide fulvique en combinaison avec manganèse, exemple? Exactement. Ça fait partie de la recette. Pour être capable de bien transporter, puis ça, on l'a démontré tout le temps. Comme dans le fond, quand tu vois un champ qui a une carence en manganèse, d'y ajouter un acide fulvique, justement, pour... Souvent, on mettait de l'azote un peu avec pour... L'azote va ouvrir tes pores, va permettre à ton feuillage de mieux absorber, mais il n'y a pas de fonction de transport. Il va simplement améliorer l'absorption de ton élément nutritif à travers le cuticule. Mais à part ça, il n'y a pas de fonction de transport. C'est ça, je suis bien d'accord. Puis l'autre chose, sûrement qu'à Grossin aussi, vous avez des produits. Le Crop Booster, y a-tu de l'acide fulvique dedans? Ouais. C'est ça. Chez Alpine, on a un produit qui s'appelle F18 qui a la même chose. Fait on amène la nutrition, on amène l'acide fulvique pour la rendre plus efficace. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai, chez Alpine, vous avez aussi des produits d'engrais foliaires ou de trucs du genre. Oui, Alpine, c'est sûr, ils sont plus reconnus pour... le starter, le 624-6, le classique. Les Infero, les pop-up, mais on a toute la gamme de fertilisants foliaires. Puis ils sont aussi des acides humiques, acides fulviques. Mais la partie, des bactéries aussi, mais la partie, mettons, plus hormones, tout ça, ils sont pas là-dedans encore. OK. Parce que je sais que quand Steve McQueen était ici, il parlait du Bioca, lui. Mm-hmm. C'est ça, mais on parlait pas du yogourt là, qui vendent chez Jean Coutu. Mais... ça, c'est une nouvelle forme de potassium qu'Alpine ont depuis une couple d'années. C'est de l'acétate de potassium. Fait que, de l'acétate de potassium, OK. Oui. Fait qu'il n'y a pas de compagnon qui vient avec la potasse. Il n'y a pas de chlore, il n'y a pas... Fait que c'est potasse-carbone. Fait que c'est un petit peu nouveau. Ça nourrit aussi un peu les micro-organismes. C'est une nouvelle fonction. Puis c'est une petite molécule. Elle rentre super bien aussi en foliaire. Un point de déliquescence très bas. Oui, très, très bas. Fait que c'est nouveau là, depuis une couple d'années. OK.
Parce que là, c'est ça, ben là, tu as l'acétate de potassium. Fait que mec qui devienne un petit peu plus évolué, ça va s'appeler du PowerPoint de potassium. J'ai pas mon son de cymbale. C'est la première affaire que j'ai pensé, moi, à petite école avec des acétates. Alors, sur ces belles paroles, on va poursuivre. Ben, j'allais dire, pour ajouter les acides fulviques, Stoller aussi, on a un produit qui s'appelle le Golden Harvest, qui est un 5-18-2 avec des oligo-éléments. Puis on a aussi rajouté un acide fulvique qui s'appelle le Bioline, puis c'est à source de compost de champignons. C'est là qu'ils l'ont sorti. Mais c'est pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont compris qu'un acide fulvique, ça aidait à transporter. C'est le transporteur. C'est ça. Puis il y a beaucoup... Peu importe la provenance de l'acide fulvique, il faut qu'elle soit rendue en acide fulvique. C'est là, tu es en compost de champignons, ou ça peut être un autre, ça pourrait être un compost d'autres sortes de compost, j'imagine, là, mais... Exact. Puis ça aide, c'est vraiment ce transporteur. Donc, ça aide à amener les éléments dans la plante. Donc, c'est des petites molécules encore, ils vont être capables de rentrer dans la cellule, ça va activer le mouvement des... Même pas activer, mais ça va aider le mouvement des éléments dans la plante. Il y a des éléments qui sont immobiles, ça va aider à les mobiliser. Puis je pense que je vais amener William dans la conversation ici parce qu'il doit nous regarder, puis lui, il en sait beaucoup plus que nous. Mais c'est une des affaires avec les biostimulants, c'est chaque petit biostimulant a sa partie à jouer. Dans la nature, tu vas dans la forêt, tout pousse, puis il n'y a pas d'agriculteur. Non, c'est vrai. Tout se fait naturellement. Mais regarde un terrain abandonné, il ne manque jamais d'azote là-dedans. Exact. Tout joue sa partie. L'acide fulvique, pour moi, c'est transporteur. Puis l'acide humique, comme on a dit, c'est dans le sol. Pour moi, c'est la structure du sol. C'est vraiment quand on n'a pas un beau sol, on peut rajouter l'acide humique pour essayer rajouter de la structure pour aider avec ça. Puis de l'acide humique, c'est-tu quelque chose qui peut se rajouter dans l'engrais sec ou dans l'engrais humide? Dans l'engrais liquide, je veux dire, pas humide, là, mais... Exact. Donc, tu vas voir, il y a beaucoup de compagnies comme le F18, le Golden Harvest, NutriBoost. Il y a beaucoup que, du moment qu'ils mettent un liquide, ils vont rajouter un acide fulvique pour justement aider à le rendre plus efficace. Oui, non, effectivement. Les acides humiques et fulviques, il faut vraiment le voir comme un véhicule de transport à travers la plante pour toutes sortes de nutriments. Puis, c'est très important. Il y a plusieurs compagnies qui vont parler de chélater les nutriments à l'intérieur de leur engrais. Mais en fait, c'est un peu le rôle, si on veut, bien souvent, d'acide humique et fulvique. En fait, ce que ça veut dire, c'est que, disons qu'on parle de manganèse. Mais le manganèse, lui, à son stade pur, mais il y a deux liens positifs à faire. Fait que lui, il s'accroche après tout ce qui est négatif. L'acide fulvique, l'acide humique, chargé légèrement négativement. Pas très fortement, mais légèrement. Fait que le manganèse s'approche de l'acide humique, mais il va se coller. Puis il va rentrer dans la plante, main dans la main avec l'acide humique. Comme ça, il ne s'accroche pas dans tout ce qui est négatif sur la surface de la plante. Puis une fois à l'intérieur, mais là, le manganèse est attiré vers d'autres molécules que l'acide humique, puis là, redevient disponible, puis la plante peut l'utiliser beaucoup plus facilement. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est plus un véhicule, justement, qui empêche les distractions. C'est pas lui qui fait monter le rendement, mais c'est lui qui vient... tout s'accroche après pour être transporté dans la plante. Oui, exactement. Ensuite, indirectement, tu peux avoir une augmentation de rendement, mais c'est parce que tu n'as pas eu de carence de manganèse. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas l'acide fulvique nécessairement qui va augmenter ton rendement, mais il va favoriser le transport des nutriments besoins pour ce rendement que tu veux aller chercher. Bien souvent, la carence, on n'a pas besoin de l'avoir. Si on fait un programme assez sérieux de suivi de nos cultures, on peut souvent détecter la carence avant qu'elle soit visuelle. Le fameux hidden hunger, la faim cachée, que la plante est encore verte, elle semble saine, mais si on fait une analyse foliaire, soit de la feuille, soit de la sève, mais on va comprendre qu'il manque justement certains nutriments. Puis c'est là que les programmes foliaires peuvent avoir un bon sens. On vient appliquer le nutriment qui manque. On rajoute le biostimulant qui est le véhicule de transport. Si en plus on vient réduire les stress abiotiques qui sont autour de la plante à ce moment-là avec un autre type de biostimulant, mais là, assurément, on va retrouver un retour sur investissement avec une hausse de rendement, pas nécessairement due à ce qu'on met plus d'intrants, puis à cause de ça, on a directement plus de rendement, mais simplement que la plante elle réagit mieux, puis on va plus chercher son plein potentiel. Puis tu disais que c'était chargé très légèrement négativement, mais est-ce qu'il y en a qui peuvent être chargés positivement? Ou ça dépend, tu as un acide fulvique, soit négatif, qui s'en vient avec son élément
positif, pour les deux, ça tire? Ou, en fait, c'est-tu calibré de même un peu? Ou... Quand on parle d'attirer des choses positives, on va parler de capacité d'échange cationique, la CEC. Quand je parle d'attirer des choses négatives, ça va être la capacité d'échange anionique, la CEA, si on peut dire, qui est moins connue bien souvent. Mais dépendamment comment on extrait notre acide humique ou fulvique, puis jusqu'à quel point est-ce qu'on va le dégrader en toutes petites molécules, mais ça va avoir un impact. Puis éventuellement, on peut arriver à obtenir une molécule qui, oui, va avoir une capacité d'échange anionique, donc attirer ce qui est négatif de bonne façon. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir un véhicule de transport, mais pour nos nitrates, pour nos phosphates, pour les acides à base de bore, etc., qui est tout ce qui est chargé négativement. Mais pour ça, il faut des produits quand même de haute qualité. C'est loin d'être tous les acides humiques ou fulviques qui ont ces propriétés-là. Et il faut se renseigner auprès des produits qu'on utilise, à savoir est-ce qu'il y a une capacité d'échange anionique. C'est vraiment le terme qu'il faut rechercher. Capacité d'échange anionique. Oui, exactement. Je suis pas un expert en acide humique, tout ça, mais Murray, qui est mon représentant chez Alpine, il montrait des données qu'il avait faites aux États-Unis. Puis c'est vraiment la régularité des particules qui fait aussi une grosse différence. C'est pas un produit qui a vraiment toute la même grosseur de particules. C'est là que tu vas aller chercher vraiment le plein potentiel du produit. C'est quand tu regardes l'absorption par le feuillage. Les racines, c'est la même chose. Hein? C'est par diffusion, habituellement. Et sur le feuillage, parce qu'on parle de foliaire, les trous par lesquels ces molécules-là peuvent passer, ça ne peut pas être plus grand. La molécule ne peut pas être plus grande que 10 milliard... 10 à la moins 7. Donc, c'est 10 milliardièmes de centimètres. OK? Donc, il faut que ça soit infiniment petit. Fait que tu as raison que la dimension, puis l'uniformité de la dimension est essentielle si on veut que ça marche. Ouais. Si tu as une variabilité dans la dimension de ta molécule, ben, il y en aura 50% qui ne rentrera pas, puis il va y avoir 50% qui va rentrer, ou l'inverse, tu sais, 40, 60, 25, 30, peu importe. Là. Mais c'est vraiment cette uniformité-là de la dimension qui va faire que ton produit est efficace ou il ne sera pas efficace. Donc, tu sais, quand on regarde une feuille... Il faut que tu le passes dans un tamis. Ben, c'est un tamis biologique, dans notre cas. C'est un tamis biologique qui fait qu'on est capable d'avoir cette dimension-là uniforme. Puis, quand tu regardes, tu sais, sur 1 cm² d'une feuille, il y a, encore une fois, 10 à la 8... 100 millions. 100 millions de trous par centimètre carré. De trous, de fissures, d'ouvertures, de pores. C'est par là que les éléments nutritifs vont rentrer. Mais s'ils sont trop gros, ils ne rentrent pas. Tout simplement parce que les trous sont très, très petits. C'est 10 milliardième de centimètre. Une façon qui m'a été expliquée, les acides fulviques, humiques un peu, c'est si on prend une vitre, on la jette à terre, puis on la casse. Il va y avoir des morceaux de verre à terre. Puis si tu reprends les morceaux, tu les recasses encore. Donc, des petits morceaux sont tous de grosseurs différentes. C'est tes molécules. Donc, c'est un peu ton humine qui devient un acide humique. Tu recasses ta vitre, tu recasses les morceaux, les gros morceaux, ça fait... Puis après ça, tu vas choisir tous les morceaux qui sont en bas d'1 pouce de large, mais ça fait un peu tes acides fulviques. Puis si tu es capable de tamiser un peu, comme on a dit, de façon biologique, toutes les plus petites particules, c'est là que tu peux faire un produit de qualité, justement, qui va avoir une plus petite molécule qui va être capable de rentrer dans les trous, comme on a dit. Fait que là, on s'en vient petit. Exact. On s'approche de l'homéopathie, là. Des nanoparticules, qu'on dit plus sérieusement. OK, c'est bon. Mais pour en revenir, William, ce que tu as dit tantôt, donc un bon programme pour améliorer nos performances, les analyses foliaires devraient faire partie de... Nous, on en utilise quand même à la ferme. Cette année, on fait de plus en plus de tests également. J'ai découvert au début du printemps ce qu'on appelle les analyses de sève également. Okay. Donc, c'est d'échantillonner des feuilles, puis d'envoyer ça à un laboratoire. Il y en a un aux États-Unis, il y en a un aux Pays-Bas. Principalement ceux avec qui j'ai eu des échanges font affaire avec les laboratoires aux Pays-Bas, où on envoie des échantillons des vieilles feuilles de la plante, puis des nouvelles feuilles. Puis en regardant vraiment à l'intérieur de la sève, donc eux, ils vont extraire le liquide. C'est ça, exactement. Puis ils vont regarder quel est le contenu
en nutriments. Parce qu'au final, pour savoir est-ce que mes nutriments se promènent d'une place à l'autre dans ma plante pour que toutes mes feuilles ou tous mes organes aient suffisamment de nutriments, il faut que ça passe par la sève. Donc, en regardant la sève, on est beaucoup plus précis à savoir qu'est-ce que ma plante a de besoin comme application foliaire, qu'est-ce qui a besoin d'être redistribué. Puis quand on fait la différence justement entre la vieille feuille et la nouvelle feuille, on comprend qu'initialement, quand la plante a commencé sa croissance, elle avait suffisamment de tous les nutriments, disons, mais là, dans les nouvelles feuilles, on voit qu'il commence à manquer de bore ou manquer de manganèse. Mais là, on peut comprendre qu'effectivement, ça serait un produit à appliquer parce que c'est le genre de produit qui n'est pas très mobile. Donc, il faut s'assurer d'en avoir sur l'ensemble des feuilles puis l'ensemble de la plante. Mais bref, je crois que oui, les analyses foliaires sont bien. Nous, on en a fait assez souvent, puis avec des bons résultats. Parfois, on voit des carences, on fait la correction, puis effectivement, on voit des bons résultats. Est-ce que c'est assez rapide entre le moment où tu envoies ça et que tu reçois le résultat? Parce que là, aux Pays-Bas, là, c'est pas... Aux Pays-Bas, c'est sûr qu'il faut avoir une optique disons, quand on va l'envoyer, avoir le résultat peut-être une semaine plus tard. Les analyses foliaires qu'on fait, nous, à la ferme cette année, disons, on l'a envoyé le lundi. On a collecté le dimanche après-midi. On l'a envoyé par la poste le lundi, puis on avait le résultat le mercredi. Puis tu fais quoi? Tu t'envoies pas dans une enveloppe tout court? Ou... Oui, un sac en papier, dans une boîte en carton. Puis, c'est simple. C'est pas compliqué. Là. OK. Même si la feuille a fétri en route, c'est pas bien grave. Ils sont capables de faire une bonne analyse pareille. Exactement. OK. Ouais. Mais les résultats que tu obtiens une année, tu peux-tu le répéter pour l'année suivante puis dire, hey, à tel moment de ma croissance de la plante, je vais manquer de manganèse là. Ou non, ça n'a pas rapport, il faut que tu recommences. C'est dur à dire, ça va beaucoup dépendre du climat qu'on va avoir durant la saison, qui va beaucoup jouer sur la disponibilité de nos nutriments. Fait que c'est pas nécessairement qu'on voit une carence dans une année que quand on revient dans la même culture 2 ou 3 ans plus tard, que systématiquement, il va y avoir une carence au même endroit. Okay. Ça va beaucoup jouer avec le pH du sol qui va avoir une grosse influence sur la disponibilité de nos nutriments. L'eau, la teneur en eau qui va avoir un impact. Mais dans le même champ, la même culture. C'est sûr que ça l'aide à faire son dépistage. Si on sait qu'à un endroit, il y a une carence une année, mais c'est cet endroit-là qu'il faudrait dépister pour s'assurer à savoir est-ce que l'endroit où est-ce que c'est le plus faible en a au moins suffisamment ou est-ce que je devrais faire une application. Est-ce que tu fais des... Est-ce que tu fais des... tu sais, souvent, quand on voit ça, en tout cas, ce que j'ai eu dans mon historique, mettons, on voit un problème, là, on va dans la zone où il y a un problème, on prend l'échantillon, on l'envoie, puis on essaie de corriger. Mais là, ce que j'ai compris, c'est que tu le fais un peu en préventif aussi. Même s'il n'y a pas de problème, tu vas chercher des échantillons pour prévenir qu'est-ce qui s'en vient. Oui, effectivement. C'est d'essayer d'avoir une approche un peu systématique puis d'y aller 2 ou 3 fois dans la saison, qu'il y ait un problème ou non. Puis souvent, comme l'exemple qu'on a fait le plus récent, on avait un champ où est-ce que c'est en fait 2 terres qui est divisé par un cours d'eau. Un champ que nous, on utilise un drone pour faire nos cartographies, avoir une idée primaire avec une caméra multispectrale. Ça NVDI? Le NDRE rendu. Okay. Dans le blé, là, quand la couverture est totale, on passe du NDVI vers le NDRE. Okay, mais là, c'est une autre discussion. Donc, on voyait que le champ d'en bas était super beau. Le champ d'en haut avait plus de difficultés. On a pris une analyse d'un deux. Puis comme de fait, l'analyse foliaire démontrait que dans le champ d'en bas, tout était dans son optimal. Il n'y avait rien à rebalancer. Le champ d'en haut, le seul élément en carence, c'était le bord. Donc, on a fait une application de base sur une partie du champ, une autre application plus passe-partout avec le crop booster, qui est un peu de tous les micronutriments. Puis, on va voir avec la batteuse. Est-ce que c'était une bonne idée d'y aller avec un produit plus riche en bord ou est-ce que la solution passe-partout aurait fait l'affaire quand même? Comment ça coûte de faire analyser tes feuillages? C'est 35 $ de l'échantillon environ. Là. C'est combien de feuilles? Parce que là, c'est différent. Tu fais une trentaine de feuilles, là, mais un échantillon, c'est 35 $. Fait que moi, j'avais un échantillon par champ, mettons. J'en avais 2 à ce moment-là. OK. Fait que tu vas piger un peu partout dans le champ. Exact. Comme une analyse de sol. Là. Théoriquement, tu es censé te promener à la grandeur du champ pour avoir un portrait représentatif. Fait que dépendamment de la grosseur de ta zone, mais tu essaies de te promener un peu partout puis de prendre des feuilles. Eux, le laboratoire avec qui on fait affaire, disent que le plus que tu en prends, le mieux que c'est. Parce qu'ils vont l'homogénéiser. Ils n'ont pas vraiment de maximum, mais ils ont un minimum à au moins 30. Disons, dans le blé, c'était au moins 30 feuilles. OK. Toi, tu ramassais rien que la feuille étendard? Exactement. Okay. Parce que les pieds étaient déjà sortis.
Fait que oui. T'as-tu remarqué, William, dans qu'est-ce que tu as fait à date, entre, mettons, aller en prévention, puis faire une correction préventive, si on veut, puis quand tu as un problème, puis tu le corriges, qu'est-ce qui serait le plus, mettons, financièrement avantageux? Oui, je comprends la question. Non, c'est difficile à quantifier. On n'a pas été avec différents stades d'application, disons, là, venir appliquer une partie, puis revenir plus tard, corriger la carence quand on la voit, disons. Là. Ça pourrait être intéressant, mais je n'ai pas de données précises. Conceptuellement, moi, je me dis, puis corrigez-moi, là, mais si ta plante a un symptôme de déficience, Il y a une perte un, elle a un stress nutritif, et deux, elle a un stress abiotique. Donc, c'est sûr et certain que tu as perdu du terrain. Tu as perdu des jours de croissance à pleine vapeur. Donc, je pense que le préventif a l'avantage d'éviter ces situations-là. Moi aussi, je pense, mais tu sais, voulais voir avec William si tu avais, eu des observations par rapport à ça. Malheureusement, non. Les tests foliaires, les tests de sol, j'en entends beaucoup parler. Puis c'est de la bonne information, mais c'est à un moment dans le temps. Souvent, on a l'information, il est peut-être trop tard, comme on a dit, ou la plante est déjà stressée, mais aussi, je pense que c'est très utile si on peut l'avoir sur plusieurs années. Si on peut comparer un test de sol sur un test foliaire sur plusieurs années, là, on peut vraiment voir comment les plantes vont interagir avec le sol. Peut-être qu'on a une carence en bord, mais ça veut peut-être dire que la plante, elle prend son bord. Peut-être que le bout du champ qui avait une carence en bas dans le test foliaire, c'est parce qu'il y a beaucoup de bords dans le sol, c'est parce que la plante n'est pas capable d'aller le chercher. Il n'est pas assimilable. Exact. Donc, les tests de sol, les tests foliaires, je trouve que c'est l'information utile, mais c'est facile de se perdre dans ces tests-là, puis d'aller chercher un test, suivre cette information-là, puis je pense que c'est là le danger. Ou est-ce que c'est de l'information, c'est une perspective, mais il faut regarder plusieurs perspectives tout le temps. Donc, soit on le prend sérieusement, on le fait sur plusieurs années, puis on compare plusieurs perspectives différentes, ou soit on gère le stress, puis on met un peu une solution passe-partout, puis on s'en fait un peu moins avec ça. Mais c'est bon, mais soit on le prend au sérieux, ou soit on met de l'argent, puis on fait un peu un passe-partout. Je pense que dans un arrosage foliaire, il y a différentes catégories. T'sais, bien souvent, on pense aux pesticides qu'on va appliquer. Parfois, on parle qu'on veut rajouter un biostimulant ou un engrais foliaire, mais justement, il faut vraiment décortiquer où est-ce qu'on a la partie pesticide, on a la partie éléments mineurs qu'on vient rajouter. Bon, après ça, on a la partie biostimulant qui va aider à l'accès à nos nutriments, les acides humiques fulviques. Puis on a tout ce qui réduit des stress abiotiques. Vraiment, un arrosage foliaire, il faut penser sur tous ces points-là, puis qu'est-ce que j'ai de besoin dans mon champ pour combler les éléments mineurs que ma plante va avoir besoin. Est-ce qu'il y en a besoin d'un en particulier ou une solution passe-partout? Après ça, des acides humiques ou fulviques, mais fulviques dans le foliaire, bien souvent. Qu'est-ce qu'on a comme outil? Puis après ça, est-ce qu'on a un stress? Si oui, mais qu'est-ce qu'on utilise pour gérer le stress? Puis je pense qu'il faut vraiment avoir une vision pour les trois. Parfois, on n'a pas besoin des trois. On peut ne pas avoir besoin de réduire les stress si les conditions sont parfaites. Mais c'est vraiment, il faut penser à tous ces points-là, puis pas nécessairement tous les confondre, puis dire, parce que j'ai mon élément mineur, mais j'ai plus besoin de de mon acide fulvique, disons. Non, au contraire, c'est souvent synergistique. C'est en les mettant tous ensemble qu'on va atteindre vraiment des augmentations dans le rendement ou dans un retour sur investissement qui est intéressant avec nos arrosages. Good. Je suis d'accord avec ça. C'est ce que je dis, ça fait 10 ans, merci. ça nous prend 1 + 1 = 4. Exact. C'est tout ça ensemble qui nous permet d'aller chercher synergie. Ouais, mais souvent, les gens veulent en essayer un. Je vais essayer ça, mais finalement, là, je comprends bien que c'est en additionnant qu'on va avoir un vrai retour. Le petit silence qu'on a eu, ça explique pourquoi que les biostimulants, c'est compliqué et que le monde ne veut pas s'engager là-dedans, parce qu'il n'y a pas de réponse simple. Ouais. Parce que c'est vraiment, il faut un petit peu de ça, puis un petit peu de ci, puis un peu de l'autre, puis un peu de ça. Puis là, finalement, ça te donne quelque chose qui est bon. C'est pas comme un herbicide où t'as mauvaises herbes, t'as n'importe quoi, tu mets celui-là. C'est plus simple un peu. Ouais, c'est ça. Mais Donc ici, c'est Tu compliqué. vois la problématique, tu vois le mauvais herbe à détruire, tu sais quoi prendre. Puis le livre, il dit exactement c'est quoi mettre. C'est que c'est plus facile à comprendre un peu, tandis que là, il y a la complexité de dire j'ai-tu une carence? Ouais, mais la carence fait un stress. OK, je vais mettre le Bioforge, ça va m'aider à gérer le stress.
Ouais, mais tu devrais aussi mettre un peu de manganèse pour aider à réduire le stress Mais là, à la le source. producteur commence par où? Là? Le producteur commun, normal, moyen, il part de où? Il fait quoi pour se Première démêler étape qu'ils là-dedans? disent, c'est débarquer du pick-up. Ben, tu ris, là, Christian, mais d'un, débarquer du planteur quand tu sèmes, là, parce qu'il y a des belles catastrophes des fois qu'on voit. Puis après ça, débarquer du pick-up et observer, je pense que Tu parles-tu des rangs brûlés? Non, mais n'importe quoi, des semis trop creux, pas assez creux, des rangs brûlés, un 10 d'engrais dans le sillon. Il y en a plein là, d'exemples. Là. Mais d'être observateur, là, je pense que ça part de là. Je pense qu'une affaire que je peux dire, c'est de ne pas essayer d'être parfait. On ne sera pas parfait. Non. C'est qu'on peut faire tous les tests foliaires, tous les tests de sol, on peut s'éduquer le temps qu'on peut, ça ne sera pas idéal. On ne sera jamais parfait. C'est qu'on fait du mieux qu'on peut. Mais, comme William a dit, faire un peu de tout. C'est qu'on va mettre des éléments mineurs. Peut-être qu'on va mettre un passe-partout, un F18, un Golden Harvest, un Nutriboost, n'importe quoi. Un crop booster. Un crop booster. On va rajouter un acide fulvique. On va rajouter des hormones. Peut-être qu'il va y avoir des mycorhizes, des bactéries. Mais du moment, puis Hugo, il va en rajouter là-dessus. Mais du moment qu'on fait un peu de tout, c'est pas parfait, mais au moins on touche un peu sur tout, puis ça nous donne une chance d'avoir quelque chose un peu de mieux. Fait que des mycorhizes, c'est un biostimulant aussi? Oui. Oui. Puis c'est naturel dans le sol aussi. Peut-être pas à mettre ses feuilles, par exemple, on va se le dire. Là. Ah, On va, C'est pas là qu'il y a Ouais, sa c'est place. l'application on va de ça, peut-être pas évidemment. les mettre sur les feuilles. La mycorhize ou beaucoup de bactéries, on va plus viser à le mettre en traitement de semences ou dans le sillon. Sur des feuilles, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Oui, parce qu'il y avait une secousse qu'on pouvait mêler des mycorhizes là, de Premier Tech. Il s'en est fait. Il s'en faisait un traitement de semences directement chez le cribleur aussi, là, OK. sur le soya. C'est que dans les biostimulants, tu as des biostimulants qui sont appliqués au sol. C'est Oui, l'acide oui. humique, les mycorhizes, les bactéries. Tu en as d'autres qui sont juste appliqués sur le feuillage. Donc, ça... Fait que- Mycorhizes, c'est au sol. Tu sais, parce que tu regardes sur le site Internet d'AgroSan, tu sais, le catalogue est quand même assez grand. Là. Fait que quelqu'un qui ne sait pas trop où partir, c'est pas évident. Là, tu sais. Ben, ce qu'on a essayé de faire, c'est un peu, à part le Crop Booster puis le Salvador, qui sont deux produits qui sont positionnés dans un créneau de marché bien spécifique, c'est-à-dire avec l'herbicide. On est convaincu, puis on l'a démontré, qu'on est capable de réduire l'impact négatif de l'herbicide sur le rendement des cultures. Puis de façon Magistral. assez grande, avec un pourcentage gagnant de l'ordre de 90 %. Donc, ça veut dire que ça marche. Mais on a aussi pris la décision de dire, OK, ben, on a des oligo-éléments qui sont appliqués de façon foliaire ou appliqués au sol. Donc, on va, par définition, si la plante manque d'un oligo-élément, est stressée. Par définition. Donc, on va ajouter un biostimulant avec notre oligo-élément. Donc, notre positionnement il est simple. On a avec l'herbicide ou avec les oligo-éléments. Puis dans tous les cas, on met le OligoPrime, qui est notre package de technologie biostimulante qui sert à aider la plante à passer par-dessus les stress puis à mieux diffuser les éléments nutritifs. Juste Fait que c'est simple. Là. Oui, il y a beaucoup de produits. C'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments fertilisants nécessaires qui sont essentiels. Fait qu'il y en a 18. On a 18 produits. Déjà en partant, chacun des éléments fertilisants est là. Juste pour le fun de même, le Crop Booster, de l'original à 2024, il a changé de formule combien de fois? Parce que là, c'est tout le temps été du 15-3-6, mais il y a souvent les éléments qui sont dedans qui ont été remplacés. Le Crop là. Booster a 40 ans. C'est un produit, ça fait en fait il y a 41 ans. Tabarouette. Donc, ça fait un bout de temps que ça c'est utilisé par l'agriculteur. Il y a eu une période relativement stable d'à peu près une vingtaine d'années, jusqu'en 2010, vraiment, quand j'ai commencé à travailler sur des nouvelles formulations. Pour passer à la deuxième génération, ça a pris 5 ans d'essai pour bâtir les données puis avoir l'information sur le fonctionnement, le mode d'action. Puis après ça, pour la technologie OligoPrime, ça a pris un autre 5 ans. Donc, il y a à peu près 3 versions différentes du produit OK. là, qui ont été mises en marché. C'est quand même assez long, là, la recherche et le développement là-dedans. Ah, là. c'est long. Ben,
si on veut être sérieux, si on veut avoir une crédibilité dans le marché, on n'a pas le choix. Il faut avoir tester aussi sur différentes météos. Différentes météos. Conditions, fait qu'on a testé à travers le Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, un peu. On s'est planté bien comme il faut parce qu'on n'avait pas l'expérience pour travailler dans ces marchés-là. Mais écoute, c'est ça la recette. Hein? C'est des données, la science derrière, des données, puis après ça, faire des essais chez les agriculteurs. William, dans son programme d'essais chez l'agriculteur, on va avoir une centaine d'agriculteurs cette année avec lesquels on va travailler, faire des parcelles pour justement aller chercher cette information-là. Faut avoir des données aussi. Avoir des données. Comme moi, j'ai un plan, dans le fond, que je voulais essayer parce que l'année passée, j'avais eu des produits d'agro-sang, du qualité, puis du soy agro. Puis du soy agro. Mais l'année passée, au moment où il fallait l'appliquer, il faisait que mouiller. Fait que je ne l'ai pas appliqué finalement. Là, je l'ai laissé dans les cruches. C'était bien mieux dans les cruches que. Ça t'aurait pris un drone. Ouais, c'est ça m'aurait pris un drone. Ou mettre des chenilles partout, mais ça n'enlève pas la pluie, là, t'sais. Fait que là, j'ai tout fait mon plan, là. Puis cette année, je veux le réessayer. Je veux l'essayer, pas le réessayer, parce que j'ai rien fait l'année passée. Pour voir, est-ce que j'ai vraiment une différence dans mon soya. Parce que, moi, dans le maïs, dans les céréales, je réussis très bien. Je suis très, très, très souvent déçu de mon rendement de soya. Fait que c'est un peu ça, là, T'es pas tout seul. Ouais, c'est ça, non. J'ai ma tonne. Plus compliqué un peu. Ouais, non, mais tu sais, j'ai un peu plus qu'une tonne. Mais tu sais, tu regardes le champ, tu regardes le look. Chris, non, ça marche pas. Parce que le soya, je sais, il faut jamais se fier au look, là. C'est une plante un peu calisse pour ça, mais en tout cas, fait que c'est pour ça que là, c'était de faire des essais, justement, là, avec des bandes témoins, 2 applications, 1 application, bande témoin, pour voir est-ce que j'ai un gain, est-ce que je vais aller chercher ce que je veux, est-ce que je vais être satisfait, est-ce qu'il y a un gain économique aussi, tu sais. Si tu veux le faire sérieusement, Christian, va falloir que tu le fasses sur plus qu'une année. Oui, non, c'est sûr. Tu peux pas te fier à une année pour... Non. Non, c'est pas une année qui va te dire ben ça a marché cette année puis ça va tout le temps marcher, c'est pas tout le temps de même. Là, les saisons sont différentes. Il y a un champ, j'ai déjà eu 2 tonnes à l'arbre, je sais même pas comment j'ai fait. Tout le monde avait du rendement cette année-là. C'était une année de même. C'est pas tout le temps comme ça. Fait que là, c'est d'être capable d'aller chercher un bon rendement, même des mauvaises années. C'est là que je veux aller regagner. Fait que je prends le pari de ça, là, d'essayer ça. Fait que si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, mais au moins, on va avoir des données. Ça marche pas, tu vas recommencer. On va réessayer. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça va finir par marcher. Puis quand on parlait d'application, justement, oui. William, toi, tu t'es équipé d'un drone, les drones Overbeck. Ben oui. Puis, tu avais exposé l'année passée à Expo Champ, tu as montré des gros drones. Là. Puis On va être là encore cette année. Oui? Pas moi, mais mon frère va être là, oui. OK, parce que tu seras pas là. C'est une longue histoire. Je vais être dans la forêt amazonienne à profiter d'un bateau. Mais bon. Dieu. Ah, oui? Ça va te baigner avec les piranhas? Oui, notamment. C'est vrai que les piranhas, quand il y a suffisamment d'eau, c'est pas dangereux du tout. Fait que oui, on s'est fait dire qu'on va se baigner avec les piranhas, notamment. C'est un cours intensif. On s'en va voir justement le déboisement de l'Amazonie, les grandes cultures qui s'installent, le changement dans l'écosystème là, qui s'opère là-bas. OK, c'est un travail d'université, dans le fond? Oui, exactement. Avec mon doctorat, on s'en va là 2 semaines voir tout ça. Ah, oui. En tout cas, c'est une raison pourquoi on n'est pas à Expo Champ. Mais quand je vais revenir de l'Amazonie, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de jobs de drone qui vont m'attendre. Là, on va être en plein dans les semis. Mais c'est ça, avec le drone, en fait, la beauté, c'est que nous, on l'a principalement acheté pour faire des pendages solides, faire des semis de culture de couverture. C'était notre objectif principal. Mais le drone, lui, est conçu principalement pour faire d'arrosage. Au Canada, on ne peut pas arroser de pesticides par drone encore. C'est illégal tant que ce n'est pas écrit sur l'étiquette du produit qu'on arrose. Oui. Mais, parce que c'est comme un aéronef sans conducteur. C'est c'est ça, exactement. Donc, Santé Canada a décidé que pour tout ce qui est aéronef télépiloté, fait que quand tu n'es pas dans une cabine à conduire la machine, mais il faut des tests qui prouvent la sécurité des produits, surtout en lien avec la dérive puis comment la déposition du produit est faite.
Puis ça va venir. Là, d'après moi, 2025-2026, on va avoir nos premières homologations. Parce de que produits, l'année passée, là. d'après moi, si c'était possible en drone, là, en tabarouette du fongicide, ça serait mis en D'après drone. moi, il y en a qui se D'après sont moi, fait. ça en est fait pas mal. surtout dans les maraîchers, là, tabarouette, les traitements qu'il fallait qu'ils fassent, puis ils mouillaient tout le temps, ça passait pas dans le champ. effectivement. Puis... Ça Ouais, marche partout ailleurs dans le monde. Là, mais au Canada, c'est vraiment différent de la façon que le produit se dépose au sol. Nous, les drones Overbeck, on a décidé de ne pas jouer avec les pesticides. De la protection des Canadiennes et des Canadiens. Fait qu'en fait, pour se familiariser, si on peut dire, avec les produits liquides, on joue plus avec les biostimulants engrais liquides. C'est ce qu'on fait. On a fait un peu l'année dernière à s'amuser à savoir à quel point on peut concentrer le produit. Fait qu'on a été jusqu'à aller avec un 10 litres à l'hectare là, de bouillie. Fait qu'un gallon à l'acre, là, c'est très bas. Puis on avait des très bons résultats avec le Crop Booster notamment, là, qu'on pouvait diluer très peu, là, le garder concentré puis avoir une bonne efficacité. Ça dépend à peu près de la largeur du drone? Non, plus que ça, parce qu'en fait, avec le débiteur généré par les hélices, il y a 2 buses sur les drones comme ça. Chaque buse va avoir une portée d'environ 12 pieds. Là. Fait qu'on va avoir un 25 pieds, autour de 25 pieds là, de largeur d'épandage. Ça dépend comment on paramètre le drone. C'est sûr qu'il faut viser à avoir la pompe qui fonctionne à pleine capacité. À ce moment-là, on a vraiment une déposition uniforme du produit sur 25 pieds. Ça fonctionne assez bien. On fonctionne en concentré, comme en application aérienne avec des hélicoptères ou des avions. Là. Donc, maximum 5 gallons à l'acre. Généralement, on va viser 2 gallons, 3 gallons à l'acre pour la plupart des produits. C'est ce qui va être l'optimal, le plus efficace, si on peut dire. Le côté diluer suffisamment le produit pour avoir une bonne couverture, mais garder une bonne efficacité en nombre d'hectares à l'heure. Mais justement, on va se situer à ça. Je dirais que la plupart des biostimulants avec lesquels j'ai travaillé se font assez bien de cette façon-là. Il faut faire attention. Certains biostimulants qui sont très épais, qui requièrent un brassage quasiment continu. Fait qu'il faut être bien équipé en préalable de l'arrosage pour avoir un kit de recirculation pour s'assurer que ton produit il est bien mélangé. Oui, parce que là, une fois rendu là-dedans, c'est pas comme en arroseuse, il n'y a pas de recirculation dans le drone. Non, ça brasse un peu par le fait que le drone il vole, là, puis que des fois il fait des mouvements un peu plus brusques, mais compte tenu qu'on a une trémie de 40 litres, ça va prendre 2-3 minutes, puis le drone est vite, 5 minutes tout au maximum. T'as quasiment 10 gallons. Un petit peu plus que 10 gallons. Oui, un petit peu plus. Ouais, 10,5 de mémoire qu'aux États-Unis ils utilisent. Ouais, c'est 37,8, mettons, là, litres, là, 10 gallons US. Là. Donc, c'est bon. non, compte tenu qu'on va à 20-38 hectares, mais on fait 1 hectare et demi, disons, par tanké, généralement. 2 hectares quand ça pousse. Puis, c'est vraiment le principe de répéter. Un vol va durer 6 à 8 minutes. Puis, ça inclut le remplissage, puis le fait qu'il atterrit, puis il décolle. Puis, de cette façon-là, on fait un 7, 8, voire 10 hectares à l'heure là, quand on arrose. Quand tu tanques, mettons, as-tu un tote, ton produit est dedans, ton eau, ton produit est dedans. Il y a une pompe qui fait circuler ça, puis tu as un nozzle, mettons, un nozzle à fuel. Puis, les gars qui font... Nous, on fait pas beaucoup d'arrosage, fait qu'on est encore au fait de brasser ça dans une chaudière, mettre ça dans le drone, puis l'arroser, faire des petites batches. Je te dirais qu'on s'en va pas mal vers le fait d'avoir une réserve d'eau claire, fait qu'il y a 1000 litres, disons, d'eau pure. Puis on a un cône, disons, de 100 litres, 200 litres, où est-ce que là, on ferait des batchs, puis là, on viendrait remplir le drone avec cette petite réserve-là. OK. Toujours dans le principe d'avoir de l'eau propre au champ. On n'a pas vraiment le choix. Il faut triple rincer le drone à la fin de son utilisation. Fait qu'il faut avoir de l'eau pour ça. S'il y a un accident, tu veux avoir quand même quelque chose pour te nettoyer. Parce que tu joues avec des choses Ce qui est le fun avec le drone, c'est que tu n'as pas d'affaire à nettoyer à la rampe. Non, il n'y a pas de gaffe comme certains font. T'sais. Là, avec les biostimulants, c'est pas si pire, mais une fois que tu joues avec des pesticides, tu sais, quand le drone arrive à terre et qu'il est tout mouillé, là, puis là, tu dis, hey, je viens d'arroser, je sais pas, moi, du gramoxone, puis là, c'est super dangereux pour toi. Tu dis, ouais, peut-être que je vais me mettre un kit d'équipement de protection avant de les toucher. Là. Ouais, puis ça prend de l'eau pas mal, ça. Comme quand tu fais un arrosage normal. Tu fais ça, tu peux pas faire ça au drone, ça utilise bien trop d'eau. J'exagérais peut-être, mais même juste un arrosage de Roundup, mettons, puis là, tu vois le drone qui revient tout mouillé, ça te tente-tu de le prendre dans tes mains pour le rembarquer dans ton trailer? Tu sais, tu vas mettre des gants, tu vas mettre un saut, tout ça.
Fait que non, on veut pas. Ouais, là, faut faire sur l'eau, tu attention. pourras le rincer avant. C'est Ouais. résistant à l'eau, un drone? Ouais. C'est fait pour pas une hausse à pression, là, mais une hausse de jardin, tu peux laver ton drone avec, pas de problème. Je pense que ça nous ramène pour ramener la discussion au biostimulant un peu. L'utilisation des produits a un gros effet sur le succès des produits aussi. Donc souvent, il y a du monde qui ont essayé des biostimulants, puis dépendamment comment que le produit a été utilisé, entreposé, ça peut changer l'efficacité. Ça fait comme chez nous autres, chez Stoller, nos produits, il ne faut pas qu'ils gèlent. Donc si tu as cruche gelé, ça se peut que le monde, ils vont me dire ton stimulé, tu n'as pas fonctionné. OK. Mais est-ce que ton stimulé, tu étais dans une C'est remise pour ça qu'ils sont qui a faits à gelé? Houston. Puis qu'ils vendent gros au Brésil. Mais il y a plusieurs, tu sais, quand on parlait des bactéries, si ta bactérie est mélangée dans un eau qui a du chlore dedans, si tu prends de l'eau de ville pour remplir ta tank, tu vas tuer tes bactéries. Si tu l'arroses au soleil, les rayons UV peuvent tuer les bactéries. Tu sais, on l'a appris pendant le COVID, là, le soleil tue les bactéries. Mais il y a plusieurs, tu sais, la pression des gels. On a appris aussi que ça se promenait au-dessus des têtes quand on est assis. Exact. Le temps de la journée, le gel, le chaud, le soleil, la chaleur, c'est toutes des choses qui peuvent affecter les produits. Donc, c'est important de savoir comment on utilise, mais d'où viennent les produits aussi. Donc, souvent, il y a du monde qui ont utilisé des biostimulants. Puis peut-être que ce produit-là est resté au soleil. Peut-être que c'est un produit d'algue qui est resté au soleil plusieurs heures. Un produit d'algue, c'est pour ça que, mettons, il y en a qui vendent des algues, la cruche est opaque. Exact. C'est très sensible aux rayons UV. OK. Donc, dépendamment de comment que le produit a été manié avant, puis par la personne qui l'utilise, ça peut affecter l'efficacité du produit. Donc, il y en a qui vont me dire, moi, j'ai essayé des biostimulants, ça n'a pas fonctionné. C'est OK, d'un, c'est quel biostimulant que tu as utilisé? Parce que, comme on a dit tantôt, il y a comme 9 catégories différentes. Puis deuxièmement, est-ce que le protocole a été suivi par la personne qui te l'a vendu, puis par toi-même? Faut se ramener à une chose bien simple. Pour qu'un biostimulant ou un oligo-élément fonctionne, pour qu'il soit absorbé par la plante, il faut qu'il soit liquide. Il faut qu'il soit dans de l'eau. En solution. En solution. Si l'eau s'évapore, parce qu'on a appliqué le produit en plein soleil le 22 juillet à 32 degrés avec un taux d'humidité de 40 %, bien, il y a des grosses chances que l'eau s'évapore rapidement. Fait que le produit va faire quoi? Il va se déposer sur le feuillage, puis c'est là où on va avoir des effets de brûlure. Okay? Donc, quand on dit ne pas appliquer en plein soleil ou ne pas appliquer à des hautes températures ou ne pas appliquer quand c'est des conditions desséchantes, nous autres, c'est le terme qu'on utilise, là, des conditions desséchantes. Puis c'est vrai pour les produits de Stoller, pour nos produits, pour les pesticides, pour les produits agrochimiques, c'est vrai pour tout produit appliqué sur le feuillage. N'appliquez pas le produit quand c'est des conditions desséchantes parce que l'eau va s'évaporer trop rapidement et le produit ne sera jamais absorbé par la feuille. OK. Parce qu'il y a un produit, mettons le Liberty, ils disent de le faire au plus le plus soleil possible. C'est le seul qu'on a également cette indication-là. Honnêtement, c'est un desséchant, c'est pas un produit systémique. Là, c'est un produit de contact. Là. C'est sûr que les produits de contact qui ont un effet qui veut détruire la feuille, donc par définition, ce qu'on veut, c'est qu'on va avoir un effet de brûlure sur la feuille. C'est pas nécessairement les mêmes règles qui s'appliquent. OK, c'est beau. Si tu veux avoir un produit qui va être absorbé par la feuille, qui va être... je cherche mon mot, là. Qui va être... transloqué, merci. Par la plante, mais là, tu veux que le produit rentre. Là. C'est vrai pour les biostimulants, puis c'est vrai pour les éléments fertilisants. On veut que le bord parte d'en haut puis descende en bas. Là, fait que fait que moi, les deux mots, conditions desséchantes à éviter. Tu sais que tu en allais parler. Toujours quelque chose à dire. Mais c'est là aussi que les biostimulants peuvent venir nous aider aussi. Si on utilise un acide fulvique, par exemple, ça peut aider justement au produit à pénétrer. Fait que t'es mieux d'arroser de soir, parce que là, le soleil se couche, tu vas avoir de la rosée en plus qui va venir s'ajouter à ça. Dépendamment des produits. Dépendamment des produits, oui. Okay. Mais je pense que la leçon dans tout ça, c'est vraiment de suivre l'étiquette puis de faire attention de qui on achète le produit. Est-ce qu'on l'achète de quelqu'un qui est venu, qui garde ça dans son camion, ou est-ce que ça vient d'une compagnie que ça fait 40 ans qu'ils sont là, c'est quoi le backing qui est en arrière des produits?
pour pas dire que les nouveaux produits sont pas bons, mais ça peut affecter la qualité du produit dépendamment qu'il a été entreposé, puis de suivre l'étiquette. OK. Parce que sinon, c'est pas que le produit est pas bon. Les produits d'algues, c'est bon. Il n'y a pas un produit qui n'est pas bon là-dedans. Mais c'est juste que ton produit d'algues il est peut-être plus sensible à l'entreposage. Donc, s'il n'a pas été entreposé comme il faut, j'en ai vu beaucoup des gens qui m'ont dit « Ah, les algues, ça marche pas. » Puis il y en a 1 sur 3 qui me dit « Ah, ça marche super bien. » Ben, c'est probablement que les 2 sur 3 l'ont entreposé d'une façon que ça a moins bien fonctionné. Puis t'es peut-être mieux de l'acheter de quelqu'un qui a un bon roulement de stock aussi. Un peu comme du chlore. Ce que j'ai appris à un moment donné dans une conférence sur les équipements d'érablière, là, tu vas dans un magasin où il y a un gros roulement avec le chlore. Parce que si le chlore reste trop longtemps à la même place, il s'évapore au travers du plastique. Fait qu'il va être moins lavable, puis il va être moins efficace. Fait que ça prend quelqu'un que... S'il y a un bon roulement, c'est sûr que le chlore est frais, puis ton lavage va être plus efficace avec du chlore frais. Ah ben, on en apprend tous les jours, hein? Je te le dis, cet épisode-là, elle devrait être homologuée ta barouette pour la formation continue. C'est une des choses que je peux dire pour Stoller, c'est mon petit plug de vente ici, c'est les produits d'hormones qu'on a sont à base d'huile, pas d'eau. Donc c'est quoi la différence? Les hormones sont plus stables. OK. Donc, ça aide à les garder plus stables plus longtemps. Mais comme notre produit le Stimulate, on le garantit 2 ans. Mais après, les hormones commencent à se dégrader. Puis, on ne peut plus garantir l'analyse de 2 cytokinine pour un oxyne, pour un acide gibberellique. Parlant d'huile, doit être content pour les Oilers. All right, let's go! T'as-tu une plug de vente à faire, toi aussi? Je pense l'objectif, c'était vraiment d'essayer d'informer l'auditoire que cette catégorie de produits-là fonctionne. Peu importe d'où ça vient, s'ils sont bien faits, s'il y a de la science derrière, si on est capable de bien l'expliquer, le mode d'action, si on a des résultats pour le supporter, si on a un pourcentage gagnant assez haut. Pourcentage gagnant, pour moi, c'est que le rendement, l'augmentation de rendement a été au moins suffisante pour payer pour le produit. Ça, pour moi, c'est un gagnant. Fait qu'il faut que le pourcentage gagnant soit suffisamment élevé. 50 % pourcentage gagnant, ben, c'est peut-être moins intéressant. Donc, on cherche à avoir des produits qui sont à 90 %. C'est l'objectif qu'on a. Donc, tout ça pour dire que si c'est ça, si c'est bien encadré, si c'est bien soutenu par la recherche, s'il y a des données, je pense que l'agriculteur va être gagnant. Peu importe le produit. Alors, on pense avoir une gamme de produits qui est intéressante. Le job de vente, je veux dire, qui est supérieur. Puis c'est ce qui nous permet, je pense, de continuer d'avancer. Là. Fait que... Pour ajouter à ce que tu viens de dire, on en parlait tantôt du 1 + 1 = 3. Yeah. On parle, chaque produit, il faut qu'il se paye. Puis je me le fais dire souvent, je dis, ouais, mais si tous les produits se payent, moi, mon rendement, c'est ça. C'est bien trop élevé. Mais il faut se rappeler aussi, on a parlé, on a un biostimulant avec les éléments mineurs, avec un acide fulvique. Peut-être que tout seul, ton hormone, elle va se payer 2 pour 1. Puis ton acide fulvique, il se paye à 50 %. Mais quand tu les mets ensemble, les deux, ils se payent à 200 %. C'est pour ça de mettre un petit peu de tout, là, ils vont commencer à travailler ensemble. Puis peut-être si on les essaye tout seul, peut-être qu'ils vont pas se payer ou peut-être qu'ils vont se payer 1 à 1. Mais quand on les met ensemble, c'est là qu'on fait le 1 + 1 = 4. C'est comme ce que Sam il disait dans le dernier podcast, Samuel Coutu. Des fois, c'est la combinaison. Des fois, c'est un shooter à l'autre. C'est pas grand-chose, là. Un petit peu d'un produit, un petit peu de l'autre, puis la synergie de tous ces produits-là fait que tu as des meilleurs résultats, là. Mais tu sais, c'est beaucoup d'essais, d'erreurs, recommencer. Puis tu sais, c'est une saison à la fois, là. Puis on se met qu'une fois par année, ça, là. Puis ce que j'ai dit tantôt, il ne faut pas essayer d'être parfait. Non, c'est ça. On va faire des erreurs, puis on fait du mieux qu'on peut. On essaie à chaque fois. Observer, puis répéter. Hein. Exact. Puis on a le bio-vin. Je ne sais pas si tu veux parler de ce produit-là, Hugo, mais je pense que c'est un bel exemple de mettre un peu de tout ensemble qui nous a donné vraiment des beaux résultats. Le bio-vin. OK, ça, c'est dans le fond, c'est le 6-24-6 avec... C'est un 6-24-6 pimpé, là. Fait que c'est un 6-23. Le 3, c'est la nouvelle potasse, l'acétate de potasse. Puis il y a un soufre, mais il y a 8 bactéries. Fait que sur les 8 bactéries, c'est toutes des sources de bacillus, mais il y a, je ne vais pas vous dire de mentir, c'est 6 ou 7 souches de bacillus différents.
Fait que là, on va travailler sur meilleure simulation de phosphore. On va travailler sur des maladies. On va travailler sur l'exsudat des plantes. Rendre l'exsudat, c'est comme la marde un peu que la plante libère quand elle bouffe de l'engrais. On va travailler à la rendre disponible une deuxième fois pour qu'elle remange ce produit-là, si on veut. Là. Fait que c'est un peu ça. Puis là, on peut justement mettre par-dessus ça pas les bactéries, mais les hormones. On peut mettre de l'acide humique. Fait que ça fait un bunch de produits qu'on tape sur plusieurs clous en même temps. Je pense que ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que la science a avancé. Quand on retourne en arrière du temps du NPK puis qu'on a augmenté le rendement parce qu'on mettait du N, du P, du K, c'était relativement, je vais dire, grossier, mais c'était pas... Il y a beaucoup de science derrière ça, mais c'était relativement facile à visualiser. On est rendu maintenant avec des technologies qui vont fonctionner à des doses de 0.00004 molaires. Là. C'est des très, très, très petites doses. Puis c'est cette finesse-là au niveau de la technologie qui nous permet de dire, OK, on va être capable de mélanger ça, puis puis d'aller chercher une synergie, d'aller chercher 1 + 1 = 3 ou 4. Puis c'est ça l'objectif. Puis je pense qu'on est rendu là, que ce soit... peu importe le fabricant du biostimulant, on est tous à ce niveau-là, dans le sens que c'est rendu tellement pointu maintenant au niveau du fonctionnement des hormones, au niveau du fonctionnement des différentes molécules que nous autres, on utilise. C'est des signaux, nous autres aussi. On va aller déclencher certains gènes dans la plante, puis c'est des signaux, c'est des hormones qui nous permettent d'aller chercher les résultats qu'on va chercher. Donc, c'est les synergies qu'il faut chercher. Il faut chercher cette capacité-là à aller faire l'addition là, dont on parle. Là, 1 + 1 = 3 puis = 4. Il ne faut pas oublier que c'est pas miraculeux. Fait que, parce qu'il y en a qui pensent que si on fait tout ça, c'est un miracle, mais c'est pas... Ben, comme ce que j'avais dit dans l'autre podcast, prenez pas tout ça pour du cash, puis prendre tous les produits, puis le mettre chez vous, puis penser que ça va exploser de même. Là, c'est des essais, des erreurs, mais de la base, temps nivelé, chaulage sur la coche, sortir l'eau, puis avoir au moins une terre en santé, avoir de utiliser des engrais verts pour au moins aider la terre le mieux possible. Souvent, ce que j'aime dire à certains gars, mettons, j'arrive chez un gars qui me dit « Ah, j'ai entendu parler de tel produit », mais j'aime mieux dire « Commence avec un, à la place de toutes les mettre, parce que si on les met toutes, tu ne sauras pas. Là. Non, c'est quel qui marche, qui marche. » Fait qu'on commence tranquillement, puis on évolue avec le temps, parce que... Déjà, d'évaluer un produit, c'est ça. C'est déjà un défi. Ouais. Parce qu'un agriculteur qui a un champ, une pièce, il dit, je vais faire la comparaison dans ce champ-là. Combien de fois j'ai eu des résultats où, à un moment donné, tu te dis, regardons ça. Y a-tu un ancien fossé qui passait là, juste en dessous d'une rampe ou d'une bande de traitement? Fait que juste ça, déjà, de savoir comment la variabilité d'un champ peut venir influencer l'évaluation qu'on va faire d'un produit. Ouais. Fait que juste ça, déjà, en partant, c'est un défi. Pour le drone, William, parce qu'un drone qui pèse en bas de 249 grammes, on n'a pas besoin de permis, rien. Là, tu as la grosseur du drone, ça te prend un permis. C'est comme un permis de pilote d'hélicoptère ou d'avion? Non, c'est en fait... Il va avoir le permis qu'il faut aller chercher initialement, le permis avancé. Il y a 2 différents permis là, pour le monde du drone. On a le permis de base puis le permis avancé. Fait que quand on pilote des gros drones d'au-dessus de 25 kg, idéalement, il faut le permis avancé. C'est pas obligatoire, mais ce qu'il faut théoriquement, c'est un COAS, qu'on dit un certificat d'opération avancé ou aérien spécialisé. OK. COAS. Puis en fait, ça, il faut démontrer comment on est sécuritaire lors de nos vols. Fait que d'écrire tous nos protocoles du moment qu'on arrive au site où est-ce qu'on va faire le vol, toute notre préparation avant, comment on fait notre premier vol, comment on fait notre décollage, notre vol, notre atterrissage. Si le drone, on perd la communication avec lui, entre la télécommande puis le drone, qu'est-ce qu'on fait? Si on voit le drone qui part au loin puis on n'est plus capable de le contrôler, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a tout monté ça, c'est un document qu'on monte, on l'envoie à Transport Canada, puis eux nous certifient le fait qu'on peut voler
à tel endroit, durant à chaque certaine job, période. faut que tu fasses cette paperasse-là. Théoriquement, c'est ce qu'il faut faire en ce moment, oui. Et puis le problème, c'est qu'il faut 30 jours ouvrables entre l'envoi de ta demande puis le fait qu'il y ait... Fait que oui, effectivement, tu sais, dans le questionnaire, c'est-tu comme les paiements anticipés? Il faut que tu demandes, il faut que tu écrives si dans quel genre de catégorie minorité visible que tu fais partie. C'est vrai, c'est pas une joke, là. Des demandes de paiement anticipé, c'est rendu avec ça. Là. Vu, là. Peut-être pas pour la COS, mais effectivement, pour nos champs, on l'utilise. Quand on fait du forfait, après ça, on y va avec le gros bon sens. On essaie le plus possible d'avoir nos demandes, nos COS quand on fait des jobs. Mais tu sais, quand la personne t'appelle et elle dit « Demain, je veux que tu sois là », à un moment donné... ça marche pas de même. Nous, on y va avec un gros bon sens. On se dit, si le protocole a été monté puis a été approuvé, au final, tout ce qu'on fait, c'est copier-coller ce protocole-là d'un champ à l'autre. Fait qu'au final, il faut juste appliquer la même méthode quand on arrive à quelque part d'autre pour s'assurer qu'on est sécuritaire. Là. Fait que c'est sûr que je te dirais que le grand enjeu, c'est quand on est à côté d'aéroports. S'il y a des avions, qu'on est dans la ligne de décollage-atterrissage d'un aéroport, c'est plus touché. Il faut que tu t'assures d'avoir tout le COS en bonne et due forme, que tu as visé l'aéroport, la station, pour qu'eux sachent t'es où, t'es à quelle altitude, de quelle heure à quelle heure. C'est des choses importantes. Ouais, mais parce que c'est proche de chez vous aussi. Oui, effectivement, la ferme, on en a une pas loin, mais on s'entend bien. On est en communication avec eux, ça va bien. Puis le drone. Il y a un aéroport dans le Grand Rang? À 116. OK. Sur la 116, vraiment pas loin de la ferme. Notre site principal, là, il est dans la zone justement de l'aéroport. Là. Ah, on ouais, a, on non, je a pensais, je voyais plus celle, mettons, dedans la zone. Là. Celle qui était sur le bord de la 20 à Belleuil, là, pas loin en arrière du Sérum, là, mais... Il y en a un autre plus petit, pas très grande. Là. C'est plus pour le plaisir, je te dirais, les pilotes d'avion qui vont là. Mais néanmoins, le drone, c'est bien pour faire les arrosages parce qu'on s'entend, il n'y a pas de compaction. Là, on n'en a pas vraiment parlé, mais le fait de ne pas rouler, tu sais, comme nous, notre champ de blé d'automne pour l'instant, mais on n'a jamais été roulé avec une arroseuse, un tracteur. Là. On utilise le drone pour faire nos applications. On ne met pas de pesticides dans le blé d'automne. OK, donc, tu fais ça pour les moulins de soulange? Non, c'est simplement pour les herbicides, on n'a pas de pression de mauvaises herbes. Puis les fongicides, c'est quand même assez rare qu'on est dans un stade où est-ce qu'on a besoin d'arroser contre la fusariose. C'est sûr que si on voudrait aller dans une région intensive, on pourrait arroser pour protéger notre feuille étendard, mais on a plus la vision d'arroser des biostimulants pour garder une bonne santé de plante puis pas avoir arrosé de fongicides. Là. Est-ce que là, ça vient de me sortir une question, mettons, est-ce qu'en mettant des biostimulants puis la plante est plus en santé, est-ce que ça éviterait justement l'application de fongicides puis de trucs de même? Oui, je te dirais qu'il y a des groupes de consulting qui se basent beaucoup là-dessus, qu'une plante en santé d'un point de vue nutritionnel n'aura pas besoin de fongicides ou insecticides pour l'aider à se défendre contre des prédateurs. Après ça, il y a certaines limites, on s'entend. Quand j'en parle à mes amis qui ont des vergers, ils se disent « Ouais, je veux juste mettre de l'engrais puis j'aurai pas de tavelure dans mes pommiers. » C'est peut-être pas aussi simple que ça, là, on s'entend. Mais en grande culture, effectivement, je pense que quand on a des plantes avec... on en entend parler, disons, le puceron peut être lié à la teneur de potassium dans notre tige, de notre plante soya. Plus qu'on a de potassium, mais plus que notre plante est résistante contre ce genre d'insectes-là. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs nutriments qui sont liés à certaines maladies ou certains insectes qu'on ne connaît pas nécessairement. C'est pas parce qu'on voit l'insecte qu'il faudrait nécessairement mettre un certain nutriment. Mais effectivement, si on a un sol en santé qui amène une plante en santé, mais définitivement, c'est peut-être le champ du voisin qui va être infesté avant le nôtre. Être en mesure de combattre plus facilement. Je pense qu'il y a des limites. C'est comme nous autres. Si on mange ses légumes, on dort comme il faut, puis on fait de l'exercice. On est plus en santé, on a plus de chances de ne pas être malade. Mais si t'es malade, t'es malade. Si la plante... s'il y a des champignons, il faut mettre un fongicide. Mais elle a plus de chances de se défendre elle-même si elle est en santé, dès le départ. Mais que ton enfant est à la garderie, tu vas peut-être ramener d'autres maladies. Elle va te ramener des maladies, tu vas voir. M'en manger des carottes. Ouais, ça règle pas tout. M'en prendre des fongicides. J'avais un dernier point sur ma feuille. Moi, il y a une page TikTok que je suis qui s'appelle A Better Way to Farm. Puis lui, le bonhomme, parce que c'est un monsieur quand même un bonhomme, là. Puis il dit,
de toujours ajouter du sucre dans l'arrosage. Ouais. Puis, avez-vous déjà fait ça, vous autres? C'est pour attirer les abeilles, faire plus de pollinisation. Pas fou, mais le bain à 3 feuilles, il n'y a pas grand pollen là-dedans. Pas grave. Mais... Parce que, il me semble qu'on avait déjà entendu parler de ça, ça fait bien des années là, de ça, là, justement, avec, dans le temps de c'était-tu des débuts de Brimo, peut-être? C'était Là? Daniel Briard qui avait ramené ce concept-là. Fait que ça s'est-tu déjà refait de site ou non? Ou, Ben, Hugo, du sucre, Ben, on a des tests de ça là, actuellement. ouais, on a recommencé. Je me suis fait approcher l'année passée par une compagnie, ADM, pas nommé, qui avait leur division américaine. Il y avait. ADM, les minoteries à Montréal? Ouais. La même ADM? La même ok. compagnie, oui. Qui sont dans la nutrition animale. Puis, ils ont développé une source de sucre qui, à leur dire, est très, très assimilable par le système racinaire. Fait que j'ai dit pas de problème, on va le tester. Fait que c'est juste. On l'utilise juste dans le sillon. Fait que. Avec le pop-up? Il est mixé Avec avec le le pop-up. papa. Il se mixe super bien. L'année passée, on avait 17 sites. Puis à chaque site, on avait 264 routes. Fait qu'on avait quand même beaucoup de superficie. Puis on a été chercher les données après avec soit by John Deere ou. Fait que. Puis on a eu quand même des beaux résultats. C'est une année, là, mais on avait. C'est quoi, Alex? Je me souviens même pas. C'était 300 kilos. Ouais, c'était 300 kilos à l'hectare qu'on a eu de OK. gain de rendement. Mais là, on parle. Ben, lui, c'est dans le produit d'arrosage, là, mais là, tout, c'est dans le pop-up. là. Ouais, moi, c'est dans le pop-up. Ils ont fait des tests foliaires, mais c'était pas concluant. Là. Fait que c'était vraiment dans le pop-up. Mais elle fait quoi ou juste le sucre? Ben, le sucre, en fait, il peut avoir plusieurs rôles, là, mais principalement, ça va être de viser à nourrir les micro-organismes dans le sol pour qu'eux travaillent à mieux minéraliser l'engrais que tu mets. Fait que souvent, quand tu vas mettre de l'azote va comme être très oxydant pour les micro-organismes. Fait que ça va tuer les micro-organismes, si on peut dire, qui vont rentrer en contact avec l'engrais parce que c'est trop concentré. Alors que le sucre, mais le carbone que tu vas appliquer, va venir un peu réduire cette charge-là, à quel point le fait de... Ça va adoucir, si on peut dire, un peu ton engrais pour les micro-organismes. Ça va les aider à le transformer en une forme que la plante va avoir plus de facilité à utiliser par la suite. Donc, c'est souvent vu comme ça. C'est une façon d'aider ta microbiologie à mieux minéraliser tes engrais pour que la plante, par la suite, puisse s'utiliser. OK, parce que Prolifixe. quand on avait parlé dans le temps là, avec Daniel, là, moi, j'avais été acheter du sirop de maïs au Great Value au Walmart. Là, je vidais ça dans la roseuse, mais tu sais, on n'a pas fait un test, mais tu sais, ça n'a pas été pesé, rien, là. Il y a eu beaucoup de tests de même là, avec des mélasses et tout ça, mais tu sais, je pense pas que c'était fait. Ben non, je ne dirais pas. C'était fait, mais avec quel genre de protocole, puis tu sais, Ouais, il y a c'était peut-être un peu moins de rigueur. puis Ouais, de- c'était vraiment de sérieux. Puis répétabilité, je ne suis là. pas prêt à dire que ça a rapport avec l'individu qui faisait ça, là, mais. Mais là, on fait vraiment. On recommence. En tout cas, dans notre cas, là, on recommence des tests pour on essaye de. Ça pourrait être un bon marché pour le sirop de bourgeon de la Beauce. Ben, on en a parlé. C'est drôle que tu dises ça, parce qu'il y a quelques semaines, je dis à Hugo, hey, payer pour du sucre, là, on va prendre le vieux sirop de bourgeon. Mais, On va l'amener. L'idée des sucres, d'avoir une matrice dans laquelle les bactéries peuvent se multiplier et peuvent survivre, cette idée-là, on l'a testé avec un produit qui s'appelle Prolifix, puis qu'on essaie de développer nous autres aussi. On n'est pas rendu aussi loin que vous autres en termes d'essais au champ, là, mais c'est une approche intéressante. Les bactéries vont en profiter de cette matrice-là. De façon vulgaire, si vous vous permettez, la façon que ça m'a été expliqué puis que moi j'ai compris, c'est comme des Legos un peu. Mhm. Ça fait que tu prends tes Legos, tu as peut-être une voiture, tu enlèves tous les blocs, tu remets les blocs d'une autre façon puis tu fais une maison. C'est que la plante, c'est ça qu'elle fait. Elle prend du carbone, elle prend des éléments. Les bactéries, elles défaire tous les blocs puis elle bâtit les blocs en faisant du tissu d'une plante. De mettre du sucre, ça rajoute du carbone pour nourrir les bactéries, ça donne plus de blocs de Lego. C'est que là, tout d'un coup, tu as plus de matière, ça nourrit les bactéries. Tu as différents groupes de bactéries. Il y en a qui vont
libérer le carbone, puis il y a d'autres bactéries qui vont libérer les éléments mineurs dans les chaînes de carbone. Donc, si tu rajoutes du sucre, ça va nourrir les bactéries qui, justement, vont aller libérer le carbone, qui vont donner plus de blocs pour que les autres bactéries, que la plante soit capable de prendre. Fait qu'encore là, c'est comme toutes les autres. C'est encore du carbone. Exact. C'est encore du carbone. C'est rien parce que le carbone est plus sucré ou... C'est des hydrates de carbone. Ouais. Le sucre, souvent, c'est de la façon qu'il faut le voir. Là. C'est du carbone avec d'hydrogène. Là. Donc, c'est souvent ça. De la mélasse, c'est la même chose. C'est au final un sucre qui goûte sucré, c'est parce que la chaîne est assez simple, elle n'est pas très longue. Puis plus que la chaîne s'élargit, mais on tombe dans des mélasses ou dans des carbones où est-ce que les micro-organismes vont avoir plus d'énergie. Ils vont être capables de sortir plus d'énergie de ces molécules-là. Comme de l'amidon, c'est une molécule complexe un peu plus. Exactement. Mais c'est un polymère, si on peut dire. C'est plusieurs chaînes de sucre simple qui les micro-organismes vont dégrader en petits morceaux. Parce que, disons, quand on applique de l'azote, on va appliquer de l'ammonium ou du nitrate, mais la plante, en tant que telle, ce qu'elle veut, elle, c'est un amine. C'est une molécule d'azote avec une molécule de carbone déjà prête à faire des protéines par la suite. Fait que quand on est capable d'apporter assez de sucre ou de pousser notre sol à déjà transformer notre azote en amine, puis que la plante absorbe l'amine au lieu des nitrates, on a déjà un gros gain énergétique de fait, puis notre plante, par la suite, mais elle peut focusser son énergie à construire d'autres choses, des molécules plus complexes. Fait que c'est là l'idée, souvent, de rajouter du carbone avec notre azote pour aider la plante à déjà avoir l'azote dans la bonne forme pour que par la suite, elle puisse être efficace dans tout son métabolisme là, plus tard. C'est bon. Fait que là, ça peut Mais être... au final, le plus important, je dirais, c'est de faire un test avec les biostimulants. T'sais, c'est bien beau tout ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de littérature, de compréhension à avoir. Mais pour être convaincu, au final, là, je pense que le plus important, c'est de faire un test, idéalement en bande alternée, là, pas juste faire une grosse section, appliquer puis une autre section, pas appliquer. Là, essayer d'alterner entre les deux, sortir les données de tout ça, puis analyser le tout pour s'assurer est-ce qu'on a un retour sur investissement, est-ce que notre essai était gagnant, justement. Si c'est le cas, ben, on le réessaye. Si c'est pas le cas, on peut le réessayer aussi. Puis après quelques années, on sait qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Je pense qu'avec tous les outils qu'on a, My John Deere, etc., c'est rendu très facile là, de faire ce genre d'essai-là. Ouais, FieldView, c'est tous ces trucs-là. Là. Exact. Puis avec les drones, mais on a les mêmes outils qu'on peut faire des bandes alternées, puis venir après ça avec le capteur de rendement, voir quel est l'effet du produit qu'on a appliqué. Là. Fait que toi, avec ton drone, tu pourras faire ça en masse. Toutes des bandes alternées. C'est ce qu'on fait à la ferme. On a plusieurs essais là, dans chaque culture où est-ce qu'on applique des produits en bande alternée versus des témoins non traités, puis on regarde quel est l'effet. Autant l'arroseuse avec le tracteur qu'avec le drone. Fait que là, sur vos 1200 acres de terre, il y en a comment qui est en test? 1200. Pour vrai, je dis ça à la blague, mais le maïs, c'est 100%. Le soya, on fait c'est un peu moins de tests, je dirais, dans le soya. De toute façon qu'on est équipé, mais sinon, toutes les cultures, là, on rendu à ce temps-ci de l'année, là, on est en train de chercher des champs où est-ce qu'on peut fitter les essais qu'on aimerait faire parce que là, on pense à des nouvelles choses qu'on voudrait essayer, mais là, ça devient difficile de trouver des... Ben, c'est que... Souvent, les champs, on sait lesquels sont moins aptes à faire des tests. Fait qu'on ne veut pas nécessairement utiliser 100% des choses. Je dirais que des tests sont plus adaptés pour des champs moins homogènes, si on peut dire. Il y a des champs que tu peux pousser à la machine, d'autres moins. Là. Aussi. Mais tu sais, des champs pas très larges, très longs, puis que tu arroses la bande du centre où est-ce que le grain de corps se promène 10 fois dedans l'automne. Tu sais que si ça tombe sur une bande traitée, ton traitement ne fonctionnera pas. Si ça tombe sur une bande non traitée, ton traitement va être miraculeux. Là. Fait que il faut penser à ça. Viser à faire l'essai à l'intérieur de la bande pas belle, faire l'essai dans la belle bande, puis comparer les deux, qu'est-ce que ça donne. Comme moi, les tests que je veux faire, ben là, ça va être pesé, puis il faut que en ligne de batteuse en plein centre, puis après ça, on va aller rebattre des 4 ans. Il n'y aura pas de croisage trop. Là. Ouais. Fait que ça va être... faut pas se tromper, puis faire des bons calculs, puis les bonnes marques, puis battre des bons rangs, je te dirais, là. Fait que, parce que ça en prend de la donnée, là.
pour voir si ça marche ou... c'est un travail de moine. Là. Vraiment Quand un travail de moine. c'est pas des biostimulants, mais c'est des essais sur les travails de terrain, sur les cultures couvertures, etc. Il y en a des essais qu'on peut faire sur une ferme. Yes. Fait que, bon, ça va conclure pas mal tout le podcast parce que je pense que ça a été quand même assez technique. Chargé, là. fort intéressant. Assez technique, là, tu sais, assez qu'il fallait que je prenne des notes pour revenir sur quelques mots. Chose que je fais assez rarement. Hey, un immense merci à vous tous de vous être déplacés au studio. Puis d'être venu en parler des biostimulants puis des engrais foliaires. C'était super intéressant. Puis je pense que ça mériterait quasiment d'être pas enregistré, mais je veux dire être accrédité pour l'Ordre des agronomes. L'info agronomique technique. Tabarouette, oui. Puis en tout cas, j'espère que tout le monde, vous allez avoir compris. S'il y a de quoi, vous pouvez me réécrire à podcastagricole@gmail.com. Un gros merci à Agrilog, Agroservice à couture, Brima et AgroSang, et Stoller aussi, pour la contribution au podcast. Donc, sur ce, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Bon été. Et puis, merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Salut!